Bon retour dans le podcast Cœur de papa. Aujourd'hui, je reçois un homme au parcours aussi riche qu'atypique, à la fois entrepreneur, formateur, coach, praticien en naturopathie, mais aussi et surtout papa solo de 2 enfants. Il a su tisser un quotidien entre projets professionnels exigeants, engagement humain, parentalité assumée et un équilibre pas toujours simple, mais profondément inspirant. Bienvenue dans Cœur de Papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être découvert à travers sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Renaud Richet, coach naturopathe. Il va nous partager sa vision de la santé globale, à la fois ancrée dans la nature et dans le concret, et surtout sa vision de papa solo. Et il nous parlera de son école de formation qui mêle, développement personnel, santé naturelle et accompagnement holistique. Alors Renaud, je te laisse la parole si tu veux un peu te présenter et voilà, nous raconter un peu d'où tu viens, ton histoire, depuis quand tu es en parentalité solo, quel mode de garde du coup vous avez mis en place, un peu présenter grosso modo l'âge de tes enfants et voilà, dire comment tu vis ce rôle de père. Merci pour cette introduction. C'est toujours flatteur. J'aime bien parce que tu t'es attardé sur le fait de dire que j'étais papa. Et moi, c'est probablement l'une des choses qui me tient le plus à cœur de façon générale. Le sujet des enfants, c'est un sujet qui me touche énormément. Le sujet de la maternité et de la parentalité aussi. Et ouais, j'adore être un papa. Aujourd'hui, je pense que ça occupe le plus clair de mon temps. Jusqu'à peu, j'étais dans une garde qu'on appelle alternée, hein, donc une semaine, un petit peu comme beaucoup de couples séparés avec enfants. J'ai deux enfants assez jeunes, 7 et 9 ans. Et puis depuis quelques mois maintenant, elles sont en exclusivité chez moi, on va dire. Donc, en gros, tout le temps chez moi et un week-end sur deux chez leur maman et la moitié des vacances. Donc là, on est plutôt sur la garde principale. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur et avec une nécessité professionnelle importante, c'est une toute autre organisation. Je comprends mieux mes amies femmes pour qui c'est très souvent le cas. D'ailleurs, c'est souvent beaucoup plus des femmes qui ont ce type de garde. Et c'est vrai que c'est très prenant. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. J'apprécie et j'ai pas envie d'en changer pour le moment. Mais c'est vrai que c'est quand même très exigeant et le parcours entrepreneurial qui va à côté, ça nécessite des ajustements. Enfin, ouais, voilà, c'est un euphémisme. C'est des méchants ajustements que ça a nécessité. Ouais, et ben merci pour ce partage et on sent effectivement que ce rôle de père te tient à cœur et c'est ce qu'on va un peu essayer de creuser là dans dans le début de ce podcast, qu'on prenne le temps d'explorer cette partie papa solo. Du coup, si tu peux nous dire un peu comment s'est passée la transition de ta vie, soit déjà de avant la séparation, et après, surtout maintenant que tu as la garde exclusive, on va dire, qu'est-ce que ça a un peu bouleversé pour toi et comment tu t'y es adapté Bah déjà, j'ai envie de dire qu'avoir des enfants, perso, j'y étais pas prêt, hein. déjà? J'avais de belles théories dans la tête. Tu sais, le truc de quand tu juges les autres parents en disant, moi, ça sera pas comme ça, moi, je fais comme ci, comme ça. Et en fait, quand tu te retrouves dedans, tu dis, ouais, franchement, il faisait quand même pas mal, hein. C'était pas mal comment il gérait. Tu sais, cette espèce d'humilité qui vient avec la pratique. Parce que oui, quand on théorise les choses et qu'on intellectualise les choses, parfois c'est assez différent au moment où on a les mains dans le cambouis. C'est pas comme un tuto sur YouTube où tu as juste à faire étape par étape. Là, en général, on est jeté dans le grand bain. En plus, on a des modèles familiaux beaucoup plus éclatés qu'avant, donc on voit moins faire les autres. On est plus un peu à découvrir au moment où c'est notre tour. Moi, je vois à part mes amis un petit peu comme ça et je les voyais de loin, mais j'étais pas au quotidien avec eux pour voir comment ça se passait la parentalité. Donc déjà, découvrir ce que c'était d'être papa, moi, ça m'a mis une claque. Il m'a fallu 5 ans pour commencer à gommer les deux valises que j'avais sous les yeux
Et encore, je trouve que j'en suis toujours pas sorti. Donc, ça m'a un petit peu, ouais, ça m'a un peu électrochoqué à l'époque. Je pense que ça a eu des conséquences sur mon business. À l'époque, j'étais entrepreneur et j'ai vécu une première faillite, à peu près au moment où j'ai eu mon premier enfant, parce que bah, ça a été tellement exigeant, il y a eu tellement de choses que ma capacité, à l'époque, je faisais fonctionner mon business en travaillant x10 comme la plupart des entrepreneurs français, en fait, hein. Il faut beaucoup, beaucoup travailler. Et je me suis rendu compte que ça me convenait pas, parce que j'avais envie de consacrer du temps à ma famille. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est pris dans l'engrenage, on a du mal à changer un petit peu nos façons de faire. Donc moi, ça a mené à une faillite. La boîte, je l'ai sauvée pendant quelques années, mais finalement, ça aura été quand même une période très 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 compliquée d'un point de vue entrepreneurial. Ensuite, ça a mené à une séparation pour diverses raisons. Et départ, euh, au départ, c'était un peu, on s'organise quand on est dispo et on essaie d'avoir les enfants quand on est dispo et chacun fait sa part et tous les jours on participe un peu chacun. En fait, il n'y avait pas vraiment de garde définie pendant un certain temps. Donc Ensuite, une rupture quand même avec encore du dialogue, et vous étiez pas non plus complètement fermé et froissé, quoi. en fait, je pense que la rupture de couple, elle était aiguë, elle était difficile à vivre. Mais par contre, la rupture parentale, elle n'a pas eu lieu puisque on était deux individus intelligents qui avaient vraiment envie que leurs enfants soient bien et surtout quand même assez jeunes. Donc, tu vois. Et moi, j'étais déjà un papa très, très, très impliqué. C'est-à-dire que quand je vois dans mon entourage, des fois, il y a des ruptures beaucoup plus brutales avec le papa qui est quasiment plus présent dans la vie des enfants. Pour moi, il n'y a pas eu d'instant où ça a été envisageable. C'est-à-dire que pour moi, rupture ou pas, j'allais là où elles habitaient, j'y allais pour faire le petit-déj. Donc avant qu'elles se réveillent, je faisais le petit-déj, je les levais, je les habillais, je participais. Le soir, j'étais là pour les coucher, puis ensuite, je rentrais chez moi. En fait, il y avait une vie familiale indépendamment d'être séparés d'un point de vue du couple, de couple sentimental. Mais il y avait un vrai couple parental qui interagissait. Alors, c'est pas forcément évident. Et puis ensuite, on a commencé à avoir une garde alternée. Donc au départ, c'était une garde alternée, quelques jours, quelques jours. Et petit à petit, on s'est mis d'accord pour faire une semaine, une semaine. Donc ça a duré quand même un certain temps. Ça s'est relativement bien passé. C'est un truc que j'aimais bien parce que ça me laissait une semaine pour bosser comme un fou furieux en fait. Et puis l'autre semaine, je consacrais beaucoup de temps à mes enfants. Le problème, c'est dans la garde alternée, pour ceux qui connaissent pas et qui se disent que c'est fantastique, c'est quand tu fais par exemple du lundi au jeudi à remettre tout le monde dans le cadre de chez toi. Donc en fait, tu joues au flic quasiment pendant 4 jours avant que ça se passe normalement. Et ensuite, bah, les jours qui suivent, ça se passe normalement. Donc tu es tout le temps deg de les laisser parce que ça se passe bien. Et au moment où tu les récupères, tu prends une douche froide, c'est quand même costaud, c'est intense, hein. Donc moi en tout cas, ça a été assez flagrant. J'avais parlé avec beaucoup de parents en garde alternée, ils m'ont dit, oh, bah, de toute façon, je les récupère donc le dimanche soir, le lundi soir en règle générale selon les familles. Et il me faut 4 jours, il me faut quasiment 3 nuits, 4 jours pour que ça revienne à peu près dans le cadre. Et donc, il n'y a pas toujours, selon les enfants, c'est pas simple de maintenir une vraie stabilité par rapport à ça. Et donc, nous, plus récemment, en début d'année, donc il y a quelques mois, on a décidé pour maintenir davantage de stabilité. Moi, je me suis organisé professionnellement. Alors, ça a eu des conséquences quand même assez lourdes, mais je me suis organisé pour avoir les enfants presque tout le temps et que on puisse avoir vraiment un rythme qui se stabilise. Donc ça s'est bien passé, mais ça reste des choix qui sont difficiles à faire pour l'un comme pour l'autre. Faire ce type de choix, c'est vrai que dans la normalité habituelle, donc ceux qui sont dans la norme, dans la moyenne, on va dire, c'est plutôt des papas qui se mettent en retrait et que ça arrange. D'ailleurs, pour ceux que je connais, c'est vraiment ça les arrange. Ils n'ont pas ce souhait de parentalité aussi impliqué. Et puis ils vont faire un week-end de temps en temps. Et c'est vrai que c'est un peu le beau rôle. Moi, je trouve que c'est sympa. On est là, on passe des bons moments, on rigole. Il n'y a pas, y a pas besoin de gérer les trucs d'intendance et toute la partie peut-être plus lourde et plus exigeante de l'éducation et de la gestion parentale. Ils pètent le cadre de la maman, ils les rendent, c'est eux qui les rendent défractés, et elle qui a. C'est ça, tu vois. Et derrière, il faut remettre 4-5 jours pour remettre tout le monde d'équerre au niveau des horaires de coucher, au niveau Ouais. des habitudes, des trucs. Ouais, il y a un peu de ça. Donc, alors là, c'est l'inverse. Après, on est tout à fait d'accord sur ce qu'on souhaite faire au niveau de leur santé, au niveau de leur éducation, ou au niveau de leur rythme de vie, de leur école. Enfin, toutes ces choses-là, on est en phase. Mais c'est vrai que ce qui est difficile quand même, je trouve, et je pense que ça mérite d'être souligné parce que je trouve qu'aujourd'hui, moi, c'est un des trucs qui me passionne, c'est aider des couples à pas se séparer.
Moi, j'aime bien aider des femmes à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de leur homme pour mieux communiquer, en fait. Je suis pas forcément bon pour aider des hommes à mieux gérer avec leurs femmes, parce que moi-même, je suis pas un expert, hein. Mais l'inverse, par contre, c'est un truc que j'aime faire et pour lequel j'obtiens des résultats. Et tu vois, ça me plaît d'aider des familles à pas se séparer parce que quand tu l'as vécu, tu te rends compte quand même des conséquences que ça peut avoir et c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est difficile en fait de pas voir ses enfants tout le temps, c'est difficile d'être le parent qui est en retrait, mais en même temps c'est difficile d'être le parent qui gère tout le temps. Au lieu d'être une vraie équipe, ben au début c'est dur parce que quand tu te sépares, c'est rarement parce que ça se passe bien. Donc même si tu le fais en te disant on va tout faire pour nos enfants, t'as quand même la haine que ta femme ait un nouveau mec, t'as quand même la haine que ton mec ait une nouvelle nana. Tu vois, genre en fait c'est pas simple à vivre. Donc c'est dur de dissocier l'humain qu'on est en tant que parent et l'humain qu'on est en tant que ex de cette personne qui sentimentalement peut avoir encore des points de douleur en fait. Donc moi, il m'aura fallu quand même plusieurs années pour avoir plus du tout mal. Et je vois que maintenant, bah, ça permet d'avoir des conversations où il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotionnel aigu, si tu veux. On est vraiment dans la logistique, le mieux pour les enfants et des conversations qui sont apaisées. Mais ça m'aura pris quand même plusieurs années. Et je suis un mec qui bosse sur lui. Donc quand je vois certains collègues qui me disent ouais mais on ferait mieux de se séparer et tout, je me dis mais tu vas te faire rouler dessus. T'es pas prêt mon gars. Après ça peut très bien se passer aussi, hein. Non, mais c'est super d'avoir cette vision et ce parcours-là que tu as, cette expérience que tu as. Et c'est vraiment le but et une des intentions premières de mon podcast, c'est montrer la diversité de papas et de parents possibles qu'on peut avoir. Et que voilà, il y a 1000 façons où chacun a sa façon d'être le meilleur papa possible. Et que voilà, l'injonction de voilà le père qui se détache, qui va avoir qu'un week-end et c'est facile, bah, je suis ravi de t'avoir pour montrer que voilà, il y a des pères qui s'impliquent, qui sont présents et qui veulent le mieux pour leurs enfants et que c'est pas tout le temps le rôle de la mère. Et vraiment pour ça, déjà merci et c'est vraiment chouette d'avoir cette vision-là et que tu vas pouvoir donner un peu forcément les points négatifs ou les difficultés que ça peut engendrer, mais aussi voilà toutes les bonheurs et toutes les joies que ça amène quoi. Mais je préciserai aussi que je trouve que être un père impliqué, mais c'est comme être un homme qui essaye d'être un homme bien. En 2025, tu vois, c'est pas simple, en fait. C'est pas Ouais. vraiment simple. Pour moi, on est vraiment dans les conséquences de la société d'avant qui, franchement, traitait pas très bien les femmes et où les hommes avaient une espèce de tout pouvoir, mais du coup, qui était aussi catalogué dans un rôle qui est pas forcément celui qui nous ferait kiffer aujourd'hui. Donc, en fait, on est un peu dans les conséquences de ça, mais on n'est pas encore dans les bénéfices de ce qui a changé. Donc, on est un peu entre les deux. Donc, du coup, c'est difficile parce que ça reste quand même bizarre. Moi, plein de fois, on me dit, t'as tes filles tout le temps? Genre, vraiment, je suis un ovni, tu vois, on me demande ça, mais c'est presque obligé de t'argumenter. T'es presque obligé de te justifier. Mais en fait, c'est un choix commun. Mais ça se fait pas de faire ça à leur mère. Mais moi, en fait, si leur mère avait pu faire autrement et que ça s'était super bien passé, j'aurais été ouvert, en fait. On en est là parce que c'est un choix commun qui est le mieux pour nos enfants, tu vois. Mais du coup, on sent quand même qu'il y a une pression d'un regard qui date d'avant Mm. et pour autant, je dirais que les encouragements ou la reconnaissance de ce que font aujourd'hui des hommes quand ils essayent de faire les choses bien, en fait, elle n'est pas non plus totalement là parce que c'est difficile parfois même pour la population féminine. Tu vois, c'est quand même difficile de sortir d'un poids de millénaires de patriarcat qu'aura quand même été à plein d'égards pas toujours hyper fun pour elle. Tu vois, donc en fait, il y a ce poids-là qui pèse sur tout le monde y compris ceux qui s'impliquent à fond et qui essayent de faire les choses bien. Alors, je suis pas un exemple, je fais pas tout bien, hein. Mais tu vois, je me dis par rapport à des collègues, bah, en fait, du coup, on est un peu dans cet entre-deux et c'est pas évident. Donc, je sais que pour certains papas, c'est aussi difficile de vouloir mettre en place des choses comme ça. C'est dur parce que tu es entre le marteau et l'enclume. T'es pas dans une Mm. période où on va tout faire pour que ça soit facile pour toi. Tu es dans une période, c'est un peu comme quand tu commences à bosser sur toi et à pas vouloir reproduire sur tes enfants ce que tu as vécu de la part de tes parents, mais tu es quand même en train de galérer avec tes enfants. Donc, tu as tes enfants avec qui tu galères, les parents qui t'en mettent une couche, et toi, tu es en train de faire tampon, en train d'essayer de pas transmettre le négatif de l'un à l'autre. Bah, Mm. c'est pas simple, en fait. Tu fais un espèce de grand écart facial en permanence, c'est pas évident, hein. Alors là-dessus, je te rejoins à 2000%, hein, parce que moi, j'ai le rôle de encore
aussi, peut-être aussi atypique de papa à la maison à plein temps, tu vois. En gros, je suis père au foyer, quoi. Et alors quand t'expliques ça en société, il y en a qui disent waouh, je sais pas comment tu fais, moi j'y serais jamais arrivé. Et il y en a qui disent ouais, limite qui me prennent pour un fou. Et puis il y en a qui disent ah ouais ok. Et puis du coup ça les intéresse pas du tout, tu vois. Et basta quoi. Ciao. Euh, ouais. Donc je Après, il y comprends a tout à un, fait ce ressenti. il y a un amalgame très fort, je trouve, dans l'esprit de beaucoup d'hommes que je croise, entre être impliqué dans la vie des enfants et dans la vie affective des enfants et s'intéresser à tout ça et être un vrai homme. Tu vois, genre, il y a un peu un truc, c'est pas un truc de bonhomme. Tu vois, Ouais, genre, c'est ça. c'est comme sage-femme, mais en fait, tu peux pas être sage-femme si t'es un homme. Tu vois, genre, c'est pas un truc de... Même si c'est ta passion, ça me dérange pas, moi, tu vois, ça veut pas dire. C'est vrai que c'est un métier majoritairement féminin, comme plein d'autres métiers sont majoritairement masculins, tu vois, et c'est évident. C'est des attributs naturels des personnes qui font ça. Mais ça veut pas dire que tu peux pas. Et ça veut pas dire que c'est un problème. Et ça dit rien de toi, en fait. C'est juste que c'est tellement pas encore entré comme une évidence que. C'est clair. C'est pour ça qu'il y a ce podcast, pour montrer d'autres chemins et que faire un peu évoluer et changer les mentalités. Revenons un peu dans le concret, dans le quotidien. Du coup, si tu peux nous décrire un peu ta semaine, ta type, comment ça se passe avec les enfants, comment tu jongles du coup entre voilà les enfants, la vie pro, l'école, parce que oui, je pense que tu les mets à l'école. Moi, j'ai fait le choix de pas les mettre à l'école et de m'en occuper quand ils sont encore petits, et ça changera sûrement un moment. Mais voilà, si tu peux nous faire un peu ta semaine type. Bah écoute, moi mes enfants sont dans une école hors contrat, qui est à petite échelle, vraiment avec pas beaucoup d'enfants, tout ça, donc c'était un truc qui nous plaisait comme ça, on était d'accord. Maintenant, j'aurais pas de problème à les mettre autrement. En fait, c'est pas cette partie-là qui me chagrinait le plus. Moi, ce qui m'a beaucoup peiné, en fait, c'était de voir les enfants parqués dans des grillages pendant l'ère pandémique. C'était pas quelque chose qui était en adéquation avec mes valeurs, tu vois, que ça puisse commencer à toucher aux enfants, que des adultes portent des masses des trucs, bon, peu importe la question de l'utilité de la chose, qui aujourd'hui, voilà, fait l'objet de plein d'études et on se pose des questions, on ne sait pas exactement. Enfin, il y a du pour, il y a du contre, peu importe, c'est pas ça le débat. Mais le débat de mettre des enfants dans des grillages qu'on utilise pour séparer les choses à la brocante quand il y a des manifestations, tu vois, ça c'est un truc qui m'a posé problème. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de mettre mes enfants dans une école hors contrat. C'était un choix commun avec la maman, on était déjà séparés. Sinon, mon emploi du temps, bah, c'est très simple, hein. Donc moi, il n'y a pas de cantine le midi. Donc tous les matins, je me lève, je fais la popote pour que ce soit chaud dans une gamelle thermos pour le midi. Les crudités, le plat, le machin, le dessert et tout le bazar. Donc j'entame à 6h30, 7h au plus tard. Je commence à faire ma petite popote du jour pour qu'elle ait un truc, parce que je suis assez attentif à l'alimentation, je suis assez scrupuleux sur le sujet de faire bien manger mes enfants. Donc bah, ils ont un truc de produits frais tous les jours. Après, ils ont leur petit-déj. Donc voilà, on se prépare, on part à l'école. Globalement, moi, après, j'ai mon temps de travail c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, et sur globalement 9h, 9h15 à 15h30. Donc ça fait très très peu de temps de travail. Ça m'a divisé, cette garde-là, ça m'a divisé par 4 mon temps de travail mensuel. Donc c'est compliqué professionnellement, ça a des conséquences quand même assez lourdes. C'est pas juste pour le fun, voilà, j'ai pas de. C'est là qu'on se rend compte que ce travail-là, en fait, il n'est pas rémunéré alors qu'il est extrêmement important pour le bien-être psychologique des enfants. En vrai, on est en train de dépenser de l'énergie, du temps, de l'attention et de l'investissement personnel, ce qui va en fait économiser beaucoup d'argent à notre société par la suite parce qu'on aura des enfants dont on a bien pris soin. On voit bien que les enfants livrés à eux-mêmes, ils sont rarement bien psychologiquement et tout ça, c'est notre société qui paye, hein, c'est la Sécu, c'est toutes les charges qui tombent sur les fiches de paye de tout le monde, hein, sur la retraite aussi, hein. Donc, toutes les cotisations, et je suis bien placé pour le savoir en tant qu'entrepreneur, je vois très bien ce qui part. Et tu vois, donc ça a limité fortement mon temps de travail. Donc en règle générale, je me mets à bosser et je cavale. J'essaie quand même de prendre une pause, j'essaie quand même d'aller courir, j'essaie quand même de passer quand j'ai des appels à passer, bah, je les passe en allant en forêt, je les passe en allant autour de chez moi dans la nature pour histoire de prendre de l'air et bouger un petit peu. Et puis après, il faut les récupérer assez tôt et à la fin de l'école, qui finit plus tôt que les écoles classiques. Et puis après, je suis avec elle en fait. Donc soit il y a des activités, des trucs, soit on est à la maison et c'est du non-stop jusqu'à ce qu'elle dorme. Donc en fait, je me couche en même temps que les enfants, c'est-à-dire très très tôt. Je suis Ouais, un t'es peu, naze.
Je suis un peu une grand-mère, quoi. Tu vois, moi, il y a plein de fois, mes potes, ils me disent, bah, je t'ai envoyé un truc à 22h, t'as pas vu ça hier? Non, non, mais moi, ça faisait 1 heure que je dormais, en fait, parce que si je m'endors pas là, mais le lendemain matin, je peux pas me lever. Je suis game over. Et si je suis game over, je suis irritable. En fait, si je dors pas bien, que j'ai pas assez de sommeil, bah, je suis irritable émotionnellement. J'ai pas une bonne mémoire, j'ai pas des bonnes facultés cognitives. J'arrive pas à m'exprimer bien. Je mets 3 heures à démarrer. Il faut que je me bourre de café. Donc, tu vois, moi, je suis très, très, très attentif à l'hygiène de vie. C'est-à-dire que Mm. pour moi, déjà, être entrepreneur, c'est être un sportif de haut niveau. Donc, il faudrait tous avoir une hygiène de vie de sportif de haut niveau. Mais être papa solo à temps plein et entrepreneur, mais ça fait de moi, enfin, en gros, je suis en train de jouer pour la finale des JO, là. Donc, si j'ai pas une hygiène de vie super en béton armé, c'est mort. Donc, je suis vraiment très, 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 très vigilant sur la nourriture, le sport, le sommeil, la gestion du stress, tout ce que je mange et donc tout ce qui peut me créer une digestion un petit peu moins optimisée et qui glane de l'énergie comme ça et qui draine de l'énergie inutilement. Donc tout ça, on est dans la suroptimisation, hein. Ça m'amène parfaitement à ma prochaine question, qui est justement, est-ce que tu as des routines, des rituels que tu mets en place pour performer dans ce quotidien de père de haut niveau, on va dire? Ouais. Bah, pour moi, en fait, si tu veux, c'est une combinaison entre travailler sur soi et sur nos propres déclencheurs émotionnels, parce que je trouve que pour être un bon père, enfin, c'est pas que les femmes en ont moins besoin, mais les hommes ont été souvent beaucoup plus réprimés dans leurs émotions petits, et donc en fait, ont l'habitude de prendre sur eux, de faire la cocotte minute et d'exploser, ce qui est pas particulièrement productif avec des enfants. C'est plus traumatique que productif ou bénéfique. Ah Donc oui. du coup, c'est important pour un homme encore plus qu'une femme, je trouve, de travailler sur soi pour justement être capable de mieux gérer ses émotions et mieux, on va dire, traiter ou accompagner ou évacuer ce qui vient nous trigger en fait dans certaines situations. Je te donne un exemple. Moi, quand mes enfants étaient petits et qu'ils mangeaient, dès qu'ils s'étalaient de la nourriture sur le visage, en fait, il y avait un truc en moi qui me rappelait ce que je vivais petit moi-même avec mon frère et où ça partait dans des crises dans la maison et tout ça. Et en fait, franchement, ça me déclenchait des crises de panique à l'intérieur. Alors que c'est juste mes enfants qui sont en train d'apprendre à manger. Donc évidemment qu'ils sont pas là à se tamponner la bouche avec leur serviette et à manger, tu vois. Non, évidemment non. Tu vois, bien sûr, ça reste des enfants. En plus, on avait fait la diversification menée par l'enfant. Donc là, Ouais. ils y vont à pleine main, tac, tic, tac. Franchement, le challenge. Et moi, j'étais en PLS. Mais ça a été un travail. Mais tu vois, c'est ce qui nous challenge là comme ça là-dedans. Très souvent, c'est des trucs de notre propre enfance. Enfin, il y a plein de façons de le voir. Donc pour moi, c'est déjà une grosse part, c'est à ce niveau-là. C'est d'être capable d'aller regarder en soi et de voir un peu là où on est challengé et de se faire aider au maximum. Parce que c'est pas OK, en fait, d'exploser parce qu'on n'a pas appris à gérer des trucs. C'est nous l'adulte. Moi, je pars du principe que c'est nous l'adulte. Et moi, tu me feras jamais, en fait, prendre le parti d'un adulte face à un enfant. Genre, il n'y a pas de moyen que je prenne le parti d'un adulte face à un enfant. Ouais. L'enfant, il n'est pas responsable de ce qui se passe, il n'est pas autonome et il n'a pas appris à gérer. Donc, et il n'a pas le préfrontal pour filtrer les émotions. Donc, il est dans un niveau d'intensité qui est incapable finalement de rationaliser tout ça. Donc, pour moi, en fait, l'enfant, c'est impératif de le protéger et c'est à l'adulte de faire le travail de gérer sur lui. Et puis, voilà. Après, il y a des limites à poser. Il y a quand même des choses qui sont nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps laxiste, mais il y a quand même un moment où d'abord l'adulte il doit regarder qu'est-ce qui se passe en soi. Donc pour moi ça c'est la première base. Tu vois, c'est une base, c'est pas une routine, c'est un truc constant toute l'année, toute la vie. Pour moi c'est ça, c'est ton taf d'adulte, c'est de devenir confortable dans l'inconfortable, d'être capable en permanence de retrouver ton calme et surtout en tant qu'homme d'être solide, d'être stable, d'être le leader familial entre autres et d'être là de dire on va pas s'enflammer à monter dans les tours parce qu'il se passe un truc qu'un enfant a fait. Ça, c'est quand je demande aux gens, je dis mais ça, qui est-ce qui réagit comme ça? Bah un enfant. Donc toi, tu es l'homme de la maison et en fait, tu es en train de faire l'enfant. Et tu t'étonnes que ta femme, elle te traite comme un gamin et qu'elle a plus de désir pour toi. Tu es en train de vraiment t'étonner de ça. Si elle fait la gamine, est-ce que toi, tu as du désir pour elle? Bah non, voilà, bon, bah, c'est la même, tu vois, genre. Donc tous les problèmes sont liés, en fait. Et quand il y a l'arrivée des enfants, je trouve que ça vient exacerber tout ça. Moi, je dis souvent que nos enfants, c'est nos maîtres spirituels, hein. Ils Ah sont bah là oui, moi pour aussi, vraiment je te rejoins. ils nous reconnectent à notre soi le plus profond, mais ils le font avec un taser, en fait, hein. Concrètement, ils sont tellement près. Moi, j'avais un de mes mentors qui disait, ils sont tellement près de notre cœur que quand ils font le moindre truc, ils nous font mal.
Donc ils sont, alors que d'autres personnes, on s'en fout. Un collègue, un machin, bon, ça passe, ou un pote. Mais non, là, c'est différent. Donc premier truc pour moi, c'est être tout le temps attentif à ce qui se passe en nous et d'aller bosser sur nos déclencheurs. Il y a plein de choses à faire, mais tout ce qui nous trigger, en fait, c'est super important de pas se laisser happer par ça. Et par ailleurs, bah, les routines, c'est l'hygiène de vie. Pourquoi? Parce que le plus difficile, je trouve, dans la relation à l'enfant, c'est de pas être déclenché émotionnellement et de rester dans euh, la version la plus grandiose de nous-mêmes, tu vois, celle qui est un bon père et qui est présente. C'est ok de montrer à nos enfants qu'on a craqué, qu'on a été en colère et tout. C'est toujours rattrapable et on peut toujours communiquer par rapport à ça. Mais je trouve que parfois, en fait, il mérite qu'on le fasse pas, juste parce qu'en fait, on peut faire autrement et que on a des générations et des générations de gens qui se sont fait taper au moindre truc, qui ont été éduqués par la peur et tout ça, et on voit le résultat aujourd'hui. Franchement, il fait pas rêver. On a la population la plus consommatrice d'antidépresseurs de la planète, et quand on me dit mais on a toujours fait comme ça crée aucun problème. Mais les stats, elles viennent d'où en fait? Les stats, sincèrement, elles viennent d'où? On a les résultats scolaires les plus pourris du monde, quasiment. On est passé à des niveaux, mais on est derrière des pays du tiers-monde ultra corrompus. Enfin, il y a rien qui va. Donc on voit bien qu'il y a un problème en fait. Donc ce problème, il est multifactoriel et entre autres, il vient de tout ça. Et après, pour moi, pour éviter l'irritabilité, si on veut éviter d'être pris dans nos propres traumas, bah, il faut qu'on élève notre niveau de vitalité. Donc mon travail au quotidien en tant que père, c'est d'être super scrupuleux et vigilant sur ma propre vitalité. C'est de faire un peu de sport pour évacuer, me vider les nerfs, pour m'entretenir, me sentir bien. On sait à quel point ça nous fait sentir en confiance, ça fait circuler le sang, ça oxygène le corps, ça fait consommer des calories, de choses inutiles. Ça brûle aussi, parce que comme on monte en température, ça brûle des virus, des bactéries, ça brûle plein de choses négatives dans notre corps, ça évacue des déchets. Donc ça fait partie de l'hygiène de vie. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un sportif de haut niveau. Donc il faut faire de l'activité physique. Et là où moi, l'un des plus gros points de vigilance, il y en a deux pour moi, c'est alors, tout le monde ne sait pas toujours ce qu'il faut faire par rapport à ça, mais optimiser son alimentation pour bien digérer. Je parle pas de parce qu'il faut manger cru que c'est mieux, parce qu'il faut manger des fruits pleins de vitamines. Je suis même pas en train de parler de ça. Je te parle juste de faire en sorte de pas être en mal digestion, c'est-à-dire une digestion qui est lourde et qui galère. Ça draine trop d'énergie. Et le problème du système nerveux de l'humain, c'est qu'il prend les infos dans le corps. 80% de son boulot, c'est prendre les infos dans le corps, remonter les infos à la tête. Quand il dit je suis en mal digestion, il dit à ta tête il y a un problème. Sauf que toi, t'as pas le détecteur qui dit ouais, en fait, c'est la valvule iléocécale qui passe de l'intestin au côlon. Là, il y a un peu une petite inflammation, mais c'est rien. C'est juste parce que tout à l'heure, on a mangé un truc qui contient telle molécule. Non, en fait, ça, t'en sais rien. Ça dit juste il y a un truc qui va pas. Mais quand il y a un truc qui va pas à l'intérieur de toi, en fait, tu cherches où? Tu cherches pas à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu es un occidental qui n'a pas appris à introspecter. Donc tu cherches à l'extérieur de toi. En règle générale, la personne à l'extérieur de toi, elle va te donner des preuves que ce qui ne va pas est à l'extérieur de toi. Par exemple, ta conjointe, bah, je sais pas pourquoi, elle rentre du taf, elle fait un peu la tête. Donc c'est forcément à cause d'elle, tu vois. Il y a des signes comme ça, tu sens que ça vient de là-bas. Tu le sens, tu sens que c'est ça les emmerdes. Tu sens aussi que tes enfants, bah, ils font trop de bruit, ils font trop de trucs. En fait, c'est juste ton système nerveux qui est saturé d'informations qui remontent à la tête et qui n'arrivent plus à être traités en masse parce qu'il y en a trop. Donc à chaque fois que la digestion, il y a des millions de fonctions au niveau de la digestion, chaque fois qu'un truc n'est pas optimisé, c'est des infos qui remontent et qui disent plan Vigipirate, plan Vigipirate, plan Vigipirate. Et ça, en fait, c'est un vrai problème. Et le deuxième point, c'est le sommeil. Pour moi, si tu veux être un bon parent, tu peux pas veiller sur ton téléphone jusqu'à 23h30, minuit, 1h du mat, et être fatigué le lendemain, avoir mal récupéré parce que tu as été exposé à des lumières qui limitent en fait ta sécrétion de mélatonine et toute la partie de ta conscience en fait qui a besoin de se mettre au repos le soir. Et donc, c'est vrai que ça fait pas fun. On a l'impression que quand on devient parent et que je dis ça, les gens me disent ouais, mais en fait, je deviens parent, mais il faut déjà que je devienne grand-parent ou arrière-grand-parent en fait. Il faut déjà que je devienne un vieillard qui se couche à l'heure des poules. Ouais, mais tu le gagnes tellement le lendemain que c'est quand même vachement cool de se coucher tôt. Voilà, de se coucher tôt. C'est tellement puissant le sommeil, je te rejoins là-dessus. Et pour revenir sur la partie alimentation, digestion, je pense que t'évites un peu les glucides. Tu as quelques tips à nous partager sur comment bien digérer. Alors, moi, j'aime pas donner un conseil général, alors que c'est un truc qui nécessite d'être vraiment contextualisé et individualisé, tu vois. Ouais, c'est Maintenant, sûr. il y a des grands fondamentaux. Par exemple, manger en dehors des repas, ce qu'on appelle vulgairement du grignotage. Mais aujourd'hui, on te vend du grignotage healthy.
D'accord, donc c'est en fait, tu interromps la digestion qui est en cours dans ton ventre. Tu la remets à zéro, tu la relances alors qu'elle était en cours. Donc, c'est-à-dire qu'elle sera forcément perturbée. Pour manger un truc qui, en règle générale, d'un point de vue nutritionnel, est proche du néant, et ça, on te dit, c'est un truc sain. Non, y a pas. Même si c'est pour manger des fèves de cacao, de la spiruline, des baies de goji ou tous les produits qu'on appelle des super aliments, le grignotage, ça interrompt une digestion. C'est-à-dire que tu auras beaucoup plus de travail digestif que si tu avais fait ta digestion normale. Donc ça, c'est un énorme problème. C'est le principal problème digestif des gens, c'est le grignotage. Ouais. Donc c'est un truc gratuit. Tu peux arrêter tout de suite. Et quand tu sens que tu peux pas résister entre les repas à manger, bon, souvent c'est parce que tu as besoin de te remplir, parce que tu t'ennuies ou pour diverses raisons. Des fois, c'est aussi de la nourriture émotionnelle parce qu'on se sent pas bien. Mais il faut savoir qu'une des principales raisons qui pousse notre cerveau à nous dire qu'on a faim, c'est quoi? C'est qu'on a soif. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la nature, tu trouves pas un cours d'eau avec de l'eau potable toutes les 30 secondes quand tu te promènes dans la nature. Par contre, tu trouves des choses à manger qui contiennent de l'eau. Par exemple, tu manges des courgettes, ça contient beaucoup d'eau. Hein, c'est une bonne idée. Si tu te fais une bonne poêlée de courgettes le soir, avant de dormir, c'est souvent là, tu as envie de pisser la nuit. Parce que c'est très, très riche en eau, en fait. De la même manière, quand tu manges un fruit, tu vois bien, c'est juteux, il y a plein d'eau. Donc, dans la nature, comme t'as pas une gourde sur toi en permanence, ton pack d'eau ou ton filtre à eau ou ton robinet à proximité, bah en fait tu manges pour quand t'as soif. Et sachant que quand tu sens la soif, c'est que t'es déjà déshydraté. Donc en fait ton corps il te dit avant de dire j'ai vraiment soif, faut que je boive là, et ben il te dit j'ai faim. Comme ça lui permet de te demander d'ingérer quelque chose qui contient de l'eau avant d'être déshydraté. Donc il y a beaucoup de gens qui vont manger comme ça, en fait ils ont juste soif. Ou alors ils s'ennuient. Ou alors ils ont mangé beaucoup de glucides d'un coup au repas, et puis ils vont avoir un pic glycémique. Et puis quand le pic va redescendre, parce que le corps va le gérer, il y aura un creux, il y aura une espèce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et puis là, bah, on a une fringale en fait. Il faut vite prendre parce qu'on est en hypoglycémie, donc c'est désagréable l'hypoglycémie. Donc tu vois, il y a plein de raisons comme ça. Et pour moi, c'est s'assurer que pendant les repas, on a ce qu'il faut. Donc différentes catégories d'aliments pour avoir vraiment à manger et nourrir notre corps, mais éviter de manger entre les repas au maximum et surtout penser à boire suffisamment. Parce que déjà, quand on boit suffisamment, on a nettement moins envie de grignoter. Hein. C'est mécanique. Ah ouais, ta comparaison là avec l'eau de bois, enfin la boisson, ouais, c'est vrai que ça éclaire et ça explique pas mal de choses. J'avais jamais eu cette vision-là et c'est vrai que l'hydratation, on dit toujours, ouais, faut boire, faut boire. Voilà, moi j'avais le conseil de par rapport au kilo de poids de corps, je sais plus ce qui était conseillé, c'était ouais, j'ai plus le chiffre, je crois c'est 30 centilitres par kilo de poids de corps. Oui, c'est dans ces eaux-là. Après, en fait, en règle générale, tu sais, si déjà, quand tu te réveilles, si tu bois un bon verre d'eau, qu'ensuite tu bois quand tu vas avant de manger, par exemple, donc à nouveau le matin ou même le midi, franchement, ça hydrate tellement bien ton corps que bon, tu vas le sentir s'il te manque, hein, à un moment Mm. donné, tu le sens bien. Hein. Parce il faut aussi se rendre compte que c'est difficile de donner un chiffre parce que ça dépend vraiment de ce que tu manges. Tu vois? Ouais, ouais, ça dépend de ce que tu manges, de Quelqu'un ton qui mange pas de légumes et qui mange pas, par exemple, de fruits du tout, bah là, tu vas avoir un problème au niveau de l'apport en eau dans l'alimentation. Il faudra que tu boives plus. Mais le problème, c'est comme tu manges pas des choses comme ça qui contiennent beaucoup d'oligo-éléments et de minéraux, bah, tu retiens pas bien ton eau. Donc du coup, il faudra que tu en boives plus parce que tu vas te délaver en permanence, ton eau, elle va fuir. Donc tu vas uriner plus. Alors que si tu te mets à manger plus de légumes, des fois, tu vas mieux retenir ton eau, donc tu n'auras pas besoin de boire la même quantité. De la même manière, si tu manges beaucoup de féculents, tu vas faire monter ta glycémie. Si jamais ton corps a un peu du mal à la gérer, bah lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire boire, il va te donner soif. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on découvre que les gens sont diabétiques. C'est ce qu'on appelle les 3 P du diabétique, avec le fait d'avoir beaucoup faim, polyphagie, polyurie et polydipsie, donc une grande soif et beaucoup d'urine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps te fait avoir très soif pour boire, pour diluer ton sang, entre guillemets, hein, et surtout faire partir le glucose dans l'urine. C'est comme ça qu'il fait. Donc tu vois, en fait, tout ça, ça dépend de plein de paramètres. Et de la même manière, si tu bois beaucoup de café, par exemple, les gens disent, ouais, mais moi, je bois pas mal hein, dans la journée. Ouais, mais tu bois des grands thermos de café ou de thé très fortement infusé. C'est-à-dire le même résultat pour les deux. Peut-être un peu pire pour le café, on pourrait dire. Mais en fait, tu te déshydrates. Donc à chaque fois que tu bois un café, il faudrait que tu boives 1 à 2 verres d'eau pour t'hydrater. De deux, le café, c'est acidifiant, ça te fait fuir tes oligoéléments et minéraux pour tamponner les acides du café. Et en plus de ça, ça te fatigue le pancréas. Donc tu auras à long terme, à force de boire régulièrement beaucoup de café,
tu peux même fatiguer ton pancréas et avoir une moins bonne gestion de la glycémie. Donc une influence négative sur ton besoin en eau et ta gestion de l'eau, en fait. Donc tout ça, c'est interconnecté. En fait, il n'y a pas de truc qui est tout seul. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que c'est un ensemble. Donc je dis pas, faut pas boire de café. Moi-même, j'en ai bu longtemps. En ce moment, j'en bois plus. Mais tu vois, c'est des choses où tu peux boire un café. Mais par exemple, si tu le bois après un repas et que tu évites de te faire une immense tasse de café que tu bois tout au long de la journée ou une grande cafetière que tu bois tout au long de la journée, ça n'a rien à voir. Tu te fais un Ah petit ouais. café après le repas, il va être mélangé au bol alimentaire, il va passer dans le sang assez lentement, l'impact sera limité. Par contre, si à jeun, tu te fais un grand bol de café, plus tu finis ta cafetière derrière, bah, en vrai, tu es en train de te déshydrater. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es adepte du jeûne intermittent? J'aime bien le jeûne intermittent. Par contre, il nécessite d'être vraiment, encore une fois, ça nécessite d'être individualisé et d'être bien, d'être testé, d'être ressenti, etc. Il y a des gens, des fois, qui se fatiguent un peu la vésicule biliaire quand ils mangent pas le matin, par exemple, parce que le matin, dès que tu manges, tu as une grande vidange de la vésicule biliaire, tu vois, de toutes les sécrétions du foie et qui sont stockées pendant la nuit. Et le fait de pas vidanger comme ça, tu as des gens qui sont sensibles et qui sont, on va dire, qui ont un corps propice au lithiase biliaire, c'est-à-dire au calcul qu'on peut avoir dans la vésicule. Donc il faut quand même faire attention à ça. Mais il y a des gens pour qui ça réussit très bien de le faire le matin. D'autres, ça réussit pas parce qu'ils le vivent très très mal, notamment les gens qui ont une thyroïde un peu faiblarde. C'est le cas de beaucoup de femmes actuellement, et même de plus en plus d'hommes, notamment en hypothyroïdie. Et puis tu vas avoir les gens qui sont très bien le soir, en fait, qui ont fait un jeûne intermittent le soir, qui ont passé une bonne nuit de sommeil. Et là, tu auras en fait le double impact. C'est-à-dire que tu auras le côté jeûne intermittent où tu allèges ta digestion. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça n'est cool que parce qu'on est en suralimentation le reste du temps avec une digestion mauvaise. Parce que si on avait déjà une digestion optimisée, en fait, on n'aurait pas besoin de la soulager. Tu vois, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas miraculeux. C'est parce que on est trop d'un côté qu'il faut aller plus de l'autre pour pouvoir rééquilibrer. Et des fois, le jeûne intermittent du soir, en fait, alors il y a ceux qui ne pensent qu'à bouffer tout le temps et qui là sont pas bien pour dormir, mais n'empêche que tu as en général un bien meilleur sommeil quand tu manges pas le soir que quand tu jeûnes le matin. Tu vois, en ayant mangé beaucoup le soir, bon, en fin de journée. Donc ça dépendra vraiment des personnes. Mais tu vois, c'est encore une fois, on peut aller chercher plusieurs impacts positifs avec une même pratique, et puis c'est à tester en fonction des personnes. Mais c'est vrai que le jeûne intermittent le soir, c'est pas mal parce que en tant que papa solo, tu vois, Tu gagnes du temps. en fait, tu gagnes du temps, exactement. C'est-à-dire que tu fais manger les enfants les trucs, mais en fait, du coup, toi, ils sont en train de finir leur dessert, tu commences à te brosser les dents, tac, 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 et tu es déjà prêt pour lire les histoires, tu vois. En fait, ça s'y prête assez bien. Après, il faut les nerfs bien accrochés, faut pas avoir eu des mauvaises journées où tu sens que tu as besoin de manger pour un peu de réconfort. Parce que quand tu les vois manger un truc super bon et que toi, tu sais que tu attends ton petit-déj le lendemain, tu es là quand même, c'était très très cool ce repas. Ouais. Maintenant, je l'attends pour demain midi. Bon, tu vois, faut. Ah, j'ai fait du jeûne intermittent et en même temps cuisiner le matin. Moi, je faisais plutôt le matin et cuisiner le matin pour les enfants, préparer le petit-déj et tout. Ah, c'est émotionnellement, on va dire, c'est psychologiquement, c'est dur de résister quand en plus, tu prépares la bouffe, quoi. C'est plus C'est pour facile ça que quand pour t'es moi, tout seul. quand t'es papa solo et que du coup, tu endosses forcément le rôle de faire à manger, ou alors tu vas chez Flunch tout le temps, hein, tu vois, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, genre, en fait, si t'es papa solo qui fait à manger, c'est compliqué de faire du jeûne intermittent. Tu vois, moi, je Ouais. sais que. Puis en plus, le seul moment où tu pourrais le faire, du coup, tu te dirais, bah, c'est quand j'ai pas les enfants. Mais quand t'as pas les enfants, en fait, c'est le seul moment où tu peux sortir un peu, voir des potes, faire des trucs. Donc, en fait, enfin, tu peux le faire avec les enfants, mais c'est pas la même chose. Donc, tu vas forcément plus sortir voir des amis à ce moment-là. Et donc, bah, c'est pas le moment où tu vas faire le jeûne intermittent. C'est pour ça que pour moi, en fait, euh, pour moi, le pire ennemi du parent solo ou du parent très impliqué avec ses enfants, c'est quand même de se mettre dans des états de frustration qui font que, avant même d'être en train de gérer les enfants, qui eux sont déjà vecteurs de pas mal d'émotions hein, et de sollicitations d'un point de vue émotionnel et psychologique, bah, si tu es déjà en train de te mettre en colère, déjà en train de te mettre en frustration, bah, en fait, ça va pas. Tu vois, donc j'évite toutes ces sources-là et voilà. Donc c'est au contraire, c'est aller évacuer sa frustration en faisant un petit footing avant de les récupérer ou dès qu'il y a moyen que quelqu'un les garde, bah, c'est faire du sport, faire un truc. Ils dorment, méditer 10 minutes avant qu'ils se lèvent. Enfin, tu vois, c'est des pratiques qu'on peut faire et il faut trouver effectivement son rythme. Mais du coup, ça nécessite d'être. C'est un peu du Tetris, quoi. C'est chaque fois qu'il y a un temps mort, c'est un peu qu'est-ce que je fais dans chaque temps mort pour optimiser, tu vois. Mm. Et l'anticipation. Pour moi, c'est l'anticipation là, qui prime.
Et en sport, ça, t'as pas détaillé, tu dis que c'est important de faire du sport. Toi, tu pratiques quoi du coup comme sport? Bah, j'ai beaucoup fait de sport de combat dans le passé. J'aimais bien, je faisais du karaté en haut niveau, de la boxe thaïlandaise. C'est un truc qui me plaisait beaucoup. Mais c'est vrai que depuis que j'ai les enfants, c'est plus compliqué parce que j'arrive pas à pouvoir m'entraîner de façon régulière. Et Et les entraînements sont le soir. c'est que des entraînements le soir avec des mecs qui souvent, bah voilà, rentrent du boulot, rentrent du train, rentrent du machin, tu vois. Donc c'est pas un truc. Donc en fait, avec mon mode de vie actuel, ça ne s'y prête pas. Et puis surtout, je vais te faire une confidence. Quand tu fais du footing ou du tennis, bon, tu rates des coups, t'es saoulé. Mais là, tu te fais péter la gueule. C'est ça la vérité, tu vois. C'est qu'en fait, si tu t'entraînes pas régulièrement, que t'as pas les réflexes et que t'es pas aussi rapide parce que bah t'as pas la condition physique et tout, tu te fais défoncer en fait. Donc c'est peut-être un peu lâche de ma part, mais il y avait beaucoup moins de plaisir quand j'y allais pour me faire éclater, même si j'apprécie ça parce que ça me dérange pas que quelqu'un soit très fort en face de moi. Mais tu vois, c'est pas très plaisant parce que tu te sens pas progresser. Moi, j'aime bien me sentir progresser. Donc Ouais. voilà. Après, ça défoule, c'est cool. Il y a plein de sports qui défoulent. Moi, en ce moment, maintenant, je fais beaucoup de marches. Encore une fois, parce que je peux le combiner avec mon pro. J'ai beaucoup d'appels à passer pour monter des partenariats, parler de projets, voir comment on fait un truc. Tu vois, je peux tout passer. Je me mets en extérieur, quitte main libre, le téléphone, et puis c'est parti. Je suis parti pour une balade d'une heure et demie. Je passe tous mes appels, les amis, tout le monde, même ceux avec qui on s'entraide, et justement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le bien-être émotionnel. Donc, j'ai toute une team comme ça autour de moi. Donc, tu vois, tout ça, c'est toujours, j'essaie toujours de cumuler parce que mon temps disponible est faible. Et puis je vais courir. Dès que je peux, je vais courir. Donc très souvent, je dépose les enfants à l'école. Je suis en tenue de sport, je ressemble pas à grand chose. Et puis je rentre, je me gare, et puis je suis parti. Je vais courir tout de suite. Je prends ma douche et puis j'attaque ma journée, tu vois. Donc Ouais, top. Ok. Donc pour résumer un peu cette première partie, donc vraiment faire attention émotionnellement à pas se faire déborder par les patterns de la société, de ses propres parents, du quotidien. Faire attention donc, à son alimentation et donc comme on a bien pu le comprendre, l'hydratation qui était liée. Et voilà, activité physique et sommeil. Donc voilà, les quatre piliers de la santé. J'ai fait un podcast sur les quatre piliers de la santé. Ça regroupe vraiment ça. Et est-ce que tu aurais encore quelque chose à rajouter ou résumer une phrase de cette vision du père d'aujourd'hui ou un conseil que tu aimerais donner au père solo? je sais que je connais beaucoup de pères solos. J'en fréquente plein maintenant parce que ça permet de se sentir beaucoup moins seul quand même. Et surtout compris. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on est compris par quelqu'un qui trouve pas ça étrange ou quoi. Et c'est vrai que pour moi, ce serait ça le conseil. Ce serait de se rapprocher de gens qui comprennent ce qu'on vit. Si on ressent que c'est ça notre rôle, en fait, et que ça nous va comme ça, c'est de pas se sentir seul. Parce que très souvent, ce qui est difficile, c'est face à des difficultés, quand on est seul, bah, on est déjà pris dans la difficulté. Tu vois, face à des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Par exemple, il y a des crises à la maison, on n'arrive pas à gérer les lessives, la bouffe, le machin, l'école, on est perdu parce que bah, moi, je suis d'une génération où en fait, on faisait rien de la maison, hein. Concrètement, moi, j'étais appris comme ça. Ma mère, elle était très impliquée, elle faisait quasiment tout. Et du coup, j'ai pas appris. Moi, il m'a fallu attendre peut-être 4 ans pour savoir faire une lessive, hein. Et peut-être 34 pour la faire sans appeler ma mère, tu vois, parce que vraiment, je savais pas, mais j'ai pas honte de ça. Alors qu'aujourd'hui, je le fais les yeux fermés, tout en faisant un ragoût, une entrée, le plat pour après-demain, les devoirs et accessoirement le coucher des enfants, enfin tu vois, parce que c'est une question d'habitude en fait finalement. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs quand on dit aux hommes, ouais mais vous c'est pas pareil, vous n'êtes pas multitâche. En fait c'est pas exact. C'est vrai que notre physiologie à la base, à l'époque des chasseurs-cueilleurs et tout, elle n'était pas de gérer plusieurs trucs à l'intérieur du foyer. On le sait très bien comment ça marche dans les clans comme ça. C'est souvent les hommes qui vont chasser et autres. Mais ça n'empêche qu'en fait, on est des gens qui pouvons apprendre, tu vois. Et c'est comme tout. C'est quand tu n'as jamais fait une lessive, bah, t'es pas à l'aise. Mais quand on a fait 1000, franchement, en général, t'es à l'aise. Bah, c'est pareil. Et c'est plus facile de faire un truc que t'as fait 1000 fois en même temps qu'un autre truc que t'as fait 1000 fois que deux trucs que t'as jamais fait. Moi, la première mayonnaise, la première pâte à crêpes, je vais pas te mentir, j'étais pas serein, hein, parce que il fallait vérifier sur Internet. Ben ouais, mais c'est comme ça, faut pas avoir honte, en fait, c'est normal d'apprendre. Aujourd'hui, on a Internet, et puis côtoyer des gens qui vivent les mêmes genres de situations, bah, ça permet de gagner du temps parce qu'ils peuvent nous dire, bah tiens, moi aussi, euh, je vis ça, bah moi j'ai fait tel truc. Après, on n'est pas toujours d'accord sur la façon de faire, mais tu vois, ça, on se sent quand même, on sent quand même beaucoup moins seul. Donc pour moi, Ouais, c'est ça, c'est de se créer une team de gens. Pour moi, la pire erreur pour un papa solo,
ce serait de ne côtoyer, ça veut pas dire exclure les anciens amis ou proches, mais c'est vraiment de ne côtoyer que des gens qui n'ont pas la modalité parentale qu'on a. Ça, c'est un problème pour moi. Tu vois, parce que évidemment qu'en plus tu dois faire face à du jugement, souvent tu te sens pas forcément entendu et considéré, ni compris. Ça prend beaucoup de charge mentale et émotionnelle, donc tu es encore plus sujet à l'irritabilité chez toi, et ça te draine de la vitalité. Donc en fait, le fait d'être compris, d'intégrer de plus en plus des gens dans ton entourage qui te comprennent, c'est super important. C'est comme si tu as envie d'être heureux en couple et tu fréquentes que des potes célibataires qui viennent de se séparer, ce sont rarement de bons conseils, tu vois. Ouais, c'est clair. Il faut être lucide. Et ouais, moi je fais le parallèle avec l'instruction à la maison que je fais. Clairement, ça se passe bien parce que on voit souvent les copains, parce qu'on est entre familles qui faisons la même chose, qui se soutenons, qui s'entraidons. Et ouais, on dit souvent il faut un village pour élever un enfant. Et clairement, ben, je pense papa solo ou maman solo, ça va être très dur si t'es pas entouré, quoi. Ça devient quasiment ouais, casse-tête, émotionnellement, physiquement, vitalité, on prend un coup. Donc ouais, être entouré, c'est vrai que c'est vraiment le petit conseil en plus, vraiment super important, quoi. Et puis je rajouterai un micro conseil bonus pour ceux, parce que voilà, tu es quand même pris dans la machine à laver, hein. C'est-à-dire que le jour où ça attaque, tu sais que tu es pris pour. Alors moi, je suis parti pour 12 jours. Donc j'ai pas intérêt à être malade, fatigué, machin, machin, j'ai pas le choix. Donc c'est pour ça que j'ai aussi une hygiène de vie qui fait que je suis inarrêtable. Mais c'est aussi d'être capable de dire, bah, il faut un temps pour soi aussi. C'est pas genre, si je veux faire des choses qui sont bonnes pour moi, ça doit être que sur mon temps, par exemple, de travail. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est impossible sinon de s'épanouir ni professionnellement ni de rien. Tu vois, moi, je me suis mis à la danse dernièrement parce que c'était un rêve que j'avais depuis longtemps et que j'avais jamais osé faire. Donc ça fait maintenant, ça doit faire un mois que j'ai commencé. Et ben, je m'organise pour que mes filles soient gardées. Bon, là, elles sont gardées par les grands-parents. Mais tu vois, c'est un moment. Mais pour rien au monde, j'ai envie de transiger à ça, là-dessus. Tu peux pas transiger là-dessus. Parce que si t'as pas ce moment-là pour toi, en fait, qui te permet de t'épanouir et de te dire, ça vaut le coup de vivre ma vie d'homme, bah, en fait, c'est comme si tu le faisais peser sur tes enfants que tu passes à côté de ta vie. Et c'est pas OK, en fait, parce qu'ils ont une espèce de dette, une ardoise qui compte les semaines comme ça de tout ce que tu aurais eu envie de faire et que tu fais pas. Bah forcément, au moment où l'enfant, parce que ça se passe pas bien, comme tous les parents, il va dire ouais, je t'aime pas et tout, mais il y a toujours un moment où un jour ou l'autre où il est remonté de quelque chose, t'as dit non pour un truc, et il peut être tenté de te chercher un peu comme ça. À ce moment-là, si t'as sacrifié les 20 dernières années et qu'il te sort juste un dixième de ça, mais tu exploses. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on dit souvent aux mamans, mais je remarque que pour les papas impliqués, on leur dit rarement, un peu comme si ouais, c'est bon, il va pas se plaindre non plus. D'habitude, c'est les mamans. Mais tu vois, Oui. genre, c'est penser aussi à avoir des moments pour soi. C'est être un papa efficace, c'est être un papa épanoui. Et moi, j'aime bien me rappeler de la phrase de les enfants font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on leur montre. Donc si je leur montre comment ne pas être épanoui, mais que je leur dis plein de conseils super géniaux que j'applique pas à moi-même, bah en fait, à un moment donné, le résultat, c'est que ils vont comprendre par eux-mêmes que ça marche pas sur moi, donc ils vont pas vouloir faire pareil. Comme souvent, on rejette un peu ce qu'ont fait nos parents quand ça ne nous convient pas. Mais il y a moyen aussi qu'ils aient qu'un seul modèle comme ça et qu'ils se disent, ben, je comprends pas, je suis pas heureux. Ouais, vraiment top d'avoir rajouté ça. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment important de prendre du temps pour soi, que ce soit le sport, la méditation ou une activité, voilà, la danse pour toi. C'est vraiment important et être bien entouré, c'est vraiment les deux super conseils. Et on va passer un peu à la partie un peu pro, voir comment tu gères tes multi-entreprises. Donc, tu nous as bien partagé ta vie de papa solo. On a vu que tu étais super investi, que c'était pas forcément simple et que c'était voilà un quotidien de sportif de haut niveau. Côté pro, je pense que ça doit être pas mal non plus. Si tu veux un peu nous prendre un moment pour nous parler de ton parcours pro, ce qui a guidé tes choix, peut-être vers la naturopathie, vers prendre soin de soi, ton parcours d'entrepreneur, comment c'est arrivé? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Est-ce que tu as connu la vie de salariat? Voilà, comment ce parcours s'est un peu dessiné? Tu nous as dit tout à l'heure en introduction que tu avais déjà fait une faillite. Un petit peu ouais, faire un peu dresser le parcours Bah, d'entrepreneur. si tu veux, moi, je me destinais pas forcément à être entrepreneur. Je savais pas trop quoi faire dans la vie. Je m'intéressais à plein de choses. J'étais bon dans la partie sciences, bac scientifique, tout ça. Et puis finalement, j'ai décidé d'aller en école de commerce pour diverses raisons, hein, par rapport à
au type de poste qu'on pouvait avoir, aussi par rapport à la paye qu'on pouvait avoir, parce que j'avais vraiment cette croyance familiale que pour pouvoir être heureux, il fallait faire beaucoup d'argent et que sinon, en fait, on n'avait pas le droit à la même chose que les autres. J'ai déjà réussi à faire beaucoup d'argent, ça n'a strictement rien changé à être heureux. Et d'ailleurs, j'aurais envie de dire que c'est le moment où j'en fais le moins que je suis le plus heureux de ma vie. Donc, tu vois, c'est vraiment deux choses complètement décorrélées pour moi maintenant. Mais j'avais quand même cette croyance, donc tu vois, j'ai cherché une orientation qui me permet d'avoir vraiment ce qu'on appelle une réussite professionnelle, vulgairement, tu vois, dans l'idée collective, mais qui n'était pas être heureux professionnellement, qui était la réussite professionnelle, tu vois, qui permet d'acheter la maison que tu veux, la voiture que tu veux, un bon boulot, tout le monde te dit, ah ouais, c'est bien, franchement, c'est bien, les parents sont rassurés, tout le monde est heureux, tu vois. En fait, finalement, réussir professionnellement, c'est faire en sorte que ta famille se sente en sécurité et pas inquiète pour toi. Voilà, c'est à peu près ça, la réussite professionnelle. Donc, je me suis mis là-dedans. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était entreprendre parce que j'avais envie de mener des projets, en fait. Tu vois, j'avais envie de faire un peu à mon idée. Moi, j'aime bien faire à ma sauce et j'aime pas trop être dépendant des croyances des autres auxquelles j'adhère plus, tu vois. J'aime bien me dire, bah, j'ai envie de le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Et puis, à un moment, mon grand-père est décédé de son quatrième cancer généralisé. Et tu vois, moi, ce qui m'avait vraiment frappé à l'époque, c'est que j'ai demandé à ma grand-mère, mais ils ont conseillé quoi, les médecins, entre chaque cancer, pour éviter que ça revienne? Et elle m'avait dit un truc du genre, ah bah, ils ont dit, c'est comme ça, on peut rien faire, ça te tombe dessus, c'est la malchance, on peut rien faire, on peut pas prévenir. Enfin, il n'y a pas moyen de faire en sorte que ça revienne pas, c'est comme ça, quoi, c'est le hasard. Et moi, vraiment, ça m'a fait faire 4 tours dans mon slip. Tu vois, il y avait pas moyen, en fait, que je me suis dit, je peux pas me lever un matin avec une maladie comme ça, où mes proches, mes enfants, ma femme, mais genre, en fait, je suis persuadé qu'on peut faire en sorte d'être en bonne santé. Et je suis persuadé qu'on peut faire en sorte d'avoir une bonne santé qui fait que tu chopes pas n'importe quelle maladie comme ça, qui te tombe dessus un peu comme si c'était juste le fruit du hasard. Ça, je pouvais plus adhérer à cette croyance, tu vois. Et donc, j'ai commencé à bosser là-dedans. Et puis en parallèle, j'ai aidé un de mes potes qui avait une entreprise qui allait pas bien du tout. Et puis ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Et puis je me suis dit, bah en fait, ça me plaît. Et j'ai décidé de lancer une première entreprise qui était un site de e-commerce de produits de santé naturelle. Donc ça me plaisait beaucoup. Ça a duré plus d'une dizaine d'années cette affaire. Ça a duré 13 ou 14 ans. Ça a bien marché. Même ça a très très bien marché. J'ai fait pas mal de millions sur Internet, tu vois. Et c'est très cool. Ça me plaisait, j'adorais conseiller les gens tous les jours, tu vois, les aider à découvrir des trucs, et puis même moi, proposer des trucs et découvrir des choses tout le temps. J'apprenais beaucoup avec mes clients aussi qui me disaient, ah bah tiens, vous qui adorez ces trucs-là, vous êtes passionnés, bah est-ce que vous connaissez tel truc, tel truc? Alors dès qu'ils me disaient ça, j'achetais tous les bouquins, je contactais tout le monde, je testais tout. Et vraiment, ça a été, ouais, ça a été une vraie passion pour moi. Et puis un jour, j'ai rencontré mon premier mentor qui s'appelait Robert Masson, qui était un grand naturopathe de l'ancienne époque, on va dire. Pour moi, c'est un des derniers qui était des vrais bons naturopathes, des vraies légendes de la naturopathie avant cette espèce de naturopathie mainstream qu'on a maintenant. Même si elle n'est pas très mainstream pour les médias, elle est plutôt décriée, mais ça reste une naturopathie mainstream qui a un petit peu, qui a un peu mis du polish pour pas perturber le reste de notre système sociétal. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, il m'avait dit, mais en fait, t'es déjà naturopathe, pourquoi t'es pas naturopathe? Tu sais, les anciens, ils y allaient pas trop par quatre chemins, hein, c'était assez direct, hein. Et en fait, il disait, bah ouais, tu raisonnes déjà comme un naturopathe, faut juste que tu apprennes en fait. Tu apprends la naturopathie, puis c'est bon. Et puis en fait, j'ai décidé de devenir naturopathe. Alors moi, au début, je me suis dit, naturopathe, mais c'est des faux médecins qui donnent des plantes, ça, c'est n'importe quoi. Tu vois, mais la même croyance que tout le monde en fait. C'est pour ça que je comprends très bien ce que vivent les gens quand on leur parle de naturopathie. Il y a des biais de confirmation là-dedans, et franchement, moi le premier, tu vois, je ressentais ça. Et puis en découvrant ce que c'était les cours avec lui, moi ça m'a vraiment passionné, ça a transformé ma vie. À l'époque, j'avais des migraines tout le temps, genre 5 jours par semaine. Quand je faisais du karaté au haut niveau, j'étais tout le temps blessé, des tendinites, des douleurs, des problèmes au dos, des lumbagos, mais tu vois, tout le temps. Donc, et en fait, il y avait des raisons à ça. Donc quand j'ai compris les mécanismes qu'il y avait derrière, c'était un vrai bon professeur. Donc on comprenait vraiment bien les causalités entre les choses. Et quand j'ai compris ça, en fait, j'ai arrêté les causes et bizarrement, j'ai plus de problème. Tu vois, ce jour-là, j'avais quasiment plus jamais eu de maux de tête, tout allait bien. Et c'est devenu vraiment une passion. Donc j'ai continué à me former à plein de choses parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on optimise la vie de quelqu'un. Donc chaque fois que je bute sur un truc, je sais pas faire, je comprends pas encore le comment, le pourquoi, d'où ça vient, c'est quoi
les points sur lesquels on peut agir, les facteurs. Là, je continue à bosser, à étudier. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu la possibilité j'ai eu envie, en fait, on m'a demandé, je conseillais beaucoup les gens qui voulaient devenir naturopathes. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils trouvent la bonne école pour eux, qu'ils mettent leur projet en place, qu'ils réussissent à avoir une clientèle aussi, parce que beaucoup de gens se forment, sont intéressants, sont experts, sont des vrais gens avec un bon cœur et envie de faire une différence. Mais en fait, ils n'arrivaient pas à avoir des clients. Donc, du coup, le problème, c'est qu'ils ne pratiquent pas. Donc, s'ils ne pratiquent pas, ils ne font pas leur différence dans le monde. Et moi, tu vois, ça m'embêtait un peu. J'avais fait un peu ce diagnostic de ce marché-là. Et j'ai voulu proposer des choses à ce niveau-là. Puis les gens me disaient, ouais, mais en fait, moi, ce que tu me dis, j'aimerais bien l'apprendre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école qui propose ce que tu dis. Et on a commencé à me réclamer ça. C'était juste avant l'épisode Covid. Et c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais lancer une école. En fait, j'avais pas prévu. Je me suis dit, ouais, c'est quand même un gros dossier. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Bah, j'ai dit, je vais quand même lancer une école. Et on a recruté des centaines d'étudiants. Et effectivement, on a créé une formation avec un niveau universitaire tel que ça n'existait pas. Donc, c'était ce qu'on faisait. Et puis là, on va lancer bientôt des nouveaux cursus de formation un peu différents pour faire notre différence aussi. Ok. Donc, t'as lancé comme ça ton école de naturopathie après avoir fermé du coup le site. Tu disais, c'est ça la. Ouais, je l'avais gardé pendant un certain temps, il continue à tourner, mais je m'en occupais pas. Donc non, non, entre-temps, ouais, effectivement, il a été fermé. Et je pense que c'est difficile de mener tous les projets qu'on peut avoir de front. Franchement, mener plusieurs projets entrepreneuriaux de front, bon, c'est possible. Mais si en plus t'es papa solo, très, très, très impliqué et on va dire avec un emploi du temps réduit, c'est compliqué de dire j'ai 5 heures par jour, j'ai genre 20 heures de travail par semaine, je dois les diviser entre 3 entreprises. Ouais. Franchement, c'est ce qu'on appelle la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, tu sais, le livre très célèbre. Mais Tim Ferriss ne fait pas une semaine de 4 heures, hein, d'ailleurs, quand tu écoutes son podcast. Donc, il a des bons conseils, mais en fait, il fait pas ça lui-même. Donc, non, non, moi, j'ai pas été capable de gérer plusieurs entreprises avec si peu de temps de travail. Ouais, c'est clair. C'est déjà c'est déjà énorme de toute façon. Donc, ouais, déjà bravo pour ça. Euh, Tu l'as déjà un peu évoqué, donc l'équilibre pro-perso. Est-ce que tu aurais des éléments à rajouter un peu là-dessus sur ce que tu Ouais. fais ou des. C'est un gros sujet, ça, tu vois. Ouais. D'ailleurs, ce sujet, j'ai eu une épiphanie au moment de partir pour un cercle d'hommes avec notre ami Chris. Ok. En fait, un jour, j'avais fait le premier cercle d'hommes de Chris. On se connaissait, on avait passé l'été à Bali ensemble, tout ça. Donc, et puis je connaissais très bien sa compagne, qui est une de mes amies. Et donc, en fait, on se retrouve à faire son cercle d'hommes. Donc, je kiffe tout ça. Et puis, il me dit, bah, je fais le deuxième dans 2-3 semaines. Et puis, je lui dis, bah, écoute, je vais me rendre disponible, je vais venir. Je reviens, je le refais. Parce qu'il m'a dit, toi, c'est sûr que quand t'es là, t'es all-in sur tous les trucs. Ça donne un peu le rythme, tu vois, et tout. Et il me dit, ouais, puis bon, c'est mes premiers, voilà. Et j'ai dit, vas-y, moi, je vais venir, je te soutiens et je vais venir et à fond la caisse, tu vois. Et puis, je prends la route pour ce deuxième cercle d'hommes. Et en fait, j'avais demandé, je crois, à mes parents de mémoire de garder mes enfants. Et je fais, je sais pas, 200-300 kilomètres. C'était à 700 et quelques bornes de chez moi. Ou peut-être. Ah oui. Je fais 200-300 kilomètres. Et là, j'appelle Chris et je lui dis, en fait, je viens pas. Je viens pas. Je repars chercher mes enfants et je vais passer le week-end avec elles. C'est impossible que je continue à vouloir tout le temps faire des trucs sur le temps avec mes enfants, tu vois. Parce que j'essayais, en fait, parce que j'étais à la recherche de qui y avait à l'intérieur de moi, tu vois. Et de dire, mais on a vite cette addiction au développement personnel, ou même dans l'entrepreneuriat, on peut avoir l'addiction à l'entrepreneuriat, et on veut toujours laver plus blanc que blanc, plus d'argent, plus de chiffres, plus d'impact, plus de différence dans le monde, mais c'est des motifs hyper louables, hein. Tu vois, de vouloir travailler sur soi, de vouloir devenir la vraie version de soi-même qui a au fond, sans toutes nos couches de trauma et de karma ou peu importe. Ouais, mais à un moment, pourquoi faire? La question que je me suis posée, tu vois, c'est pourquoi tu essaies de faire tout ça? Tu essaies de faire quoi en fait? Tu essaies de faire une différence dans le monde, mais pourquoi? Bah, tu as envie de laisser un meilleur monde à tes enfants. Mais est-ce que tu es en train de leur laisser un monde qui te plaît alors que toi-même, pour le faire, tu passes pas du temps avec eux? Est-ce que vraiment ça te plaît? Tu vois, quand j'étais en faillite sur ma première société, en fait, c'était pendant le jeune âge de mon premier enfant. Et franchement, j'ai dû bosser 7 jours sur 7. Je partais le jeudi soir, je prenais la route.
J'allais à l'autre bout de la France, partout. Je faisais des salons vendredi, samedi, dimanche. Je rentrais dans la nuit de dimanche à lundi. Et lundi matin, je renquillais au taf. Et en fait, je passais peu de temps en tant que père. Et des fois même, j'avais mon enfant avec moi dans mon entrepôt, tu vois, pour pouvoir le garder, parce qu'il n'y avait pas de nounou, il n'y avait pas de tout ça, et pas les moyens non plus. Et donc finalement, je me dis, bah, tu vois, c'est un gamin, il avait juste envie de jouer avec son papa, passer des moments avec son papa, et moi j'étais là à faire des colis, passer des appels, des trucs. C'est ok, tu vois, mais en fait, quelque part, je me dis, il y a eu plein de choix qui ont été faits, et si je devais les refaire aujourd'hui, j'avais pas le choix à l'époque. J'avais pas ni la maturité, ni la conscience, ni les outils, ni la possibilité financière de rien du tout. Mais n'empêche que j'ai dû en faire des choix difficiles par la suite, et je les ai faits, et ça s'est bien passé. Donc, si j'avais su, tu vois, j'aurais passé plus de temps avec mes enfants. Et donc, quand il y a eu ce fameux cercle d'hommes, le deuxième, j'ai appelé le frérot et je lui ai dit, je viens pas. Je lui ai dit, je viens pas. Je lui ai dit, en fait, je suis en train de vivre un truc extrêmement fort, et j'ai passé le retour à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'était un des moments les plus forts que j'ai vécu de ma vie. Pourtant, crois-moi que j'ai vécu des moments émotionnels assez forts, de plein de manières qui soient, très très forts, mais j'ai pleuré sur tout le retour. Vraiment, là, j'avais pris mon rôle de père pendant les grossesses, il y avait eu des problèmes, des graves problèmes, j'ai dû prendre mes positions, mes décisions, mes trucs qui pouvaient peser lourd dans la balance, tu vois. Donc, mon rôle de papa, je l'ai incarné bien avant que mes enfants soient nés. Mais le moment où je suis devenu le père que je voulais être, c'est le moment où j'ai fait demi-tour sur cette route. Tu vois? Où je me suis dit, non, cette fois, je vais pas laver plus blanc que blanc, je vais pas être dans mon addiction. J'étais là, putain, mais qu'est-ce qu'il va penser le frérot et tout, et les autres hommes, et je le plante et ça se fait pas. Et puis voilà. Non, et puis même mes parents, je leur ai confié, mais finalement, j'annule leur week-end et tout. Tu sais, genre le regard des autres. Et en fait, j'ai dit non, en fait, le plus important, c'est que je vais incarner le fait que je vais être avec mes enfants. Et quand je suis revenu, mais tu n'imagines pas l'influence que ça a eu sur la relation avec mes enfants après. Plein de fois, ils m'ont dit on sait que t'es qu'on est ta priorité et tout, parce que tu l'avais dit, mais maintenant on sait qu'on est ta priorité parce que t'es revenu, parce qu'on était ta priorité. Tu vois, genre vraiment, ça a été comme parfois dans des relations, que ce soit de couple, de famille ou même avec les enfants. Bah, en fait, on a besoin d'actes forts, tu vois, pour relancer des choses et pour qu'une relation prenne un renouveau. Il y a des fois, il y a besoin de poser des actions fortes, des actions concrètes et des actions qui sont puissantes, tu vois. Et pour moi, ça a été C'est une action très puissante. ouais, c'est super beau et avoir déjà osé annuler le jour même, alors que t'as déjà fait 200 ou 300 bornes de route. Mais tu vois, à un moment, euh, effectivement, il faut vraiment avoir le déclic où je dis ah, bon là, je ouais, mets le frein à main, je fais demi-tour et tout. Alors qu'effectivement, je pense le mental, il dit ah non, je peux pas annuler, il compte sur moi, qu'est-ce que vont penser mes parents, machin. Tu dois avoir 1000 excuses pour dire bon hop, tant pis, j'y vais. Et faire ce choix-là et comme tu le racontes et voir le game changer que ça a fait dans la relation avec tes enfants, ouais, c'est beau. Ouais, Et puis bravo tu sais, pour ça. tu te racontes qu'il va y avoir des conséquences qu'il faut pas, puis tu te racontes surtout que tu as toutes les bonnes excuses que tu te disais avant de non, mais je le fais pour être un meilleur père. Tu sais, tout ce que tu te racontes pour pouvoir les laisser. Alors qu'en fait, tu es un meilleur père, mais en n'étant pas avec eux et en faisant pas des trucs avec eux, tu vois. Bon, ça veut pas dire, il faut des fois faire des trucs pour soi, on en parlait tout à l'heure. Mais tu sais, ça part pas du même espace. Et il y a des fois, en fait, bah, c'est dur d'être un père tout seul, tout ça, et on peut être aussi dans la fuite et vouloir aller faire tous ces trucs-là parce qu'on peut les justifier et que la famille, ils ont plus de facilité à nous garder les enfants quand on peut justifier que c'est bien de, oui, c'est bien pour toi, oui, c'est vrai, ce sera mieux pour les enfants après. C'est un petit truc comme ça. Donc là, tu t'évades, en fait. Tu t'évades, mais en fait, t'es pas en train de t'évader, tu es en train de t'enfuir et tu t'enfermes dans ta propre prison, tu vois, où du coup, tu te crées toi-même dans ton esprit une dette envers tes enfants parce que tu leur demandes de prendre sur eux et de pas te voir et tout ça. Et donc, la pression que tu te mets après, elle est encore plus forte, alors qu'en fait, tu peux te l'inverser tout de suite, cette pression. Tu peux juste t'occuper de tes enfants, les faire passer en priorité. Pour moi, tu vois, il n'y a pas de. Même le concert du groupe que je préférais au monde, si ça tombe un week-end où j'ai mes enfants, c'est mort, en fait, je vais pas. Il n'y a pas de. Donc, j'ai annulé. Après ça, j'ai eu une phase où moi, en fait, je bossais quasiment tous les week-ends avec mon école, avec des séminaires, des trucs, des Zooms, des tout ça. Et ben, j'ai réussi au fur et à mesure du temps à annuler tous les trucs qui étaient sur les semaines où il y avait mes enfants. Donc au début, c'était garde alternée, donc c'était un week-end sur deux, il fallait que je sois absolument dispo. Donc j'ai tout annulé et j'ai dit je raterai plus jamais un cours de poney, plus jamais un truc de patinage, plus jamais un gala, rien. J'y serai tout le temps. Je serai là à l'heure à l'école, elles vont plus au périscolaire,
tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis, je vais être là tout le temps. Tu vois, c'est un peu comme quand tu dis, euh, j'arrête le café ou je veux en boire moins ou je veux plus fumer. Tu peux pas dire ouais, mais de temps en temps quand même une petite clope. Tu vois, c'est trop compliqué en fait, c'est trop difficile. Donc moi, c'est en mode radical. Ça a été à partir de maintenant, je vais être disponible tout le temps, sauf les trucs où vraiment j'arrive pas à les décaler parce qu'il y avait des impératifs pro sur plusieurs années à l'avance, donc je pouvais pas. Mais le truc, c'était le par défaut, c'est je suis disponible pour mes enfants. Et maintenant que j'ai eu la garde, donc j'ai toujours un week-end sur deux quand même où je les ai pas. Mais c'est pareil, il a fallu gérer toutes les semaines. Tous les trucs impératifs de la semaine, tu vois, au moment où tu dis c'est plus une semaine sur deux, je bosse comme un fou. Non, non, c'est toutes les semaines, je les ai. Donc mon temps, il est fortement réduit. Et tu vois, cet épisode-là, il me reste toujours en tête. De dire, tu vois, il y a un moment, tu les as pas privilégiés, tu les as pas mis en priorité. Et ben, le meilleur moment de ta vie, l'un des plus beaux moments de ta vie, c'est le moment où tu as fait demi-tour pour retourner auprès d'elle. Donc ça veut dire que tu peux pas reposer des trucs dans ton agenda et à nouveau repartir dans tout ça. C'est pas possible en fait. Ouais, ouais, c'est beau. Et tiens, ça fait une belle transition un peu à la question d'après. Double question, est-ce que tu vois des liens ou des ponts que tu peux faire entre ta vie d'entrepreneur et ta vie de papa, des choses qui t'ont aidé dans un sens ou dans l'autre, et, euh, et parler un peu de ce choix, du coup, voilà, souvent on aime dire toutes les contraintes qu'effectivement ça nous fait d'être papa, de voilà, faut falloir se coucher tôt, faut faire attention à plein de choses, montrer un peu le côté positif, joie, bonheur, que de passer du temps avec ses enfants, tout ce que ça nous apporte, que une fois de plus que la société ne met absolument pas en valeur et Bah, si tu veux, je répondrai d'abord par ta deuxième question. Moi, après ce moment-là, là, j'en ai eu plein des très beaux moments dans différents domaines de ma vie. Mais au niveau de la parentalité, le jour où on a acté avec leur maman qu'elle est partie de chez moi et qu'on avait acté que les filles venaient vivre chez moi en garde principale, mais ça a été un déclic extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je vivais si j'étais sur un nuage, tu vois. Je savais qu'il y aurait énormément de contraintes, mon temps de travail, tout le reste. Franchement, c'était flippant hein, parce que je savais très bien que ça allait peser très très lourd sur mon quotidien. Mais en fait, il y avait un espèce de truc de c'est à sa place. C'est à sa place, c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants à l'instant T. Je me sens apte à le faire et je sens que ça va aller. Et en fait, ça a été un grand bonheur, tu vois. Par exemple, de les avoir tout le temps, ça m'a permis de fixer certaines règles à la maison plus facilement que quand tu ne gères que la moitié de l'éducation. Parce que c'est difficile de fixer des règles. Moi, tu sais, même si je peux fixer les règles qui se passent chez moi, il y avait toujours un truc de, ouais, mais il faut que ce soit vraiment en adéquation avec ce qui se passe chez leur maman. Et j'aurais eu envie, tu vois, même si on n'arrivait pas au niveau de la relation euh, parentale, c'était pas toujours simple de pouvoir parler de tout. Tu sais, des fois, la communication, elle est là où elle en est, et des fois, elle est super, des fois, elle est moins bien, des fois, elle est machin. Ça dépend de plein de paramètres. Et puis du reste de la vie, hein, qui fait qu'on est plus ou moins à l'écoute et disponible. Et donc, tu vois, le fait de les avoir tout le temps, bah, moi, ça m'a vraiment comme libéré d'un poids. Là où tout le monde me dit, mais t'es fou, tu vas être sous l'eau. En fait, ça m'a vraiment libéré d'un poids, comme si, bah, c'est normal qu'on puisse avoir les règles, c'est normal de faire participer plus à la maison, d'avoir notre propre modalité de fonctionnement. Ça m'a vraiment libéré d'un poids. Et puis, moi, j'adore avoir des moments, enfin, pour moi, pour rien au monde, j'annule une demi-heure, une heure de lecture le soir pour se coucher, à se faire des gros câlins. Bah, tu vois, c'est des moments que j'ai pas du tout envie de. J'adore quand elle vient de me réveiller le matin. Bon, je fais souvent semblant de dormir encore parce que je réveillais avant. Mais tu vois, elle vient de me réveiller. Je te dis juste bonjour, mais je fais pas de bruit. Je vais préparer. Elle va préparer le petit déj. Tu sais, je veux aller faire la surprise. Je vais aller préparer le petit déj. Il y a des moments magnifiques. Pour moi, dans mon système de valeurs, la famille et les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important avec ma compagne quand j'ai une compagne, tu vois. Mais c'est vraiment très important pour moi. Pour moi, c'est les personnes les plus importantes au monde. Après, le reste, quelque part, la contribution au monde par le biais du travail, de ce qui, moi, est ma mission de vie, bah, évidemment, ça joue aussi. Et je trouve que le but, en fait, c'est pendant longtemps, mon pro m'a tracté positivement. Je me réalisais comme ça et j'essayais de prendre de l'énergie du pro, enfin, du bonheur du pro, de la satisfaction pour essayer en gros, de la saupoudrer sur les autres domaines comme le sentimental et l'amical, ça allait, mais le sentimental et le parental, tu vois. Et en fait, maintenant, c'est plus l'inverse. C'est le grand bonheur que ça me procure au niveau parental qui me donne de l'énergie et l'envie, tu vois, de développer des choses dans mon pro. Et je pense que ça a été
j'aurais jamais imaginé avant de le vivre. Je dirais bien, bah, j'aurais dû le faire avant ou quoi. Pardon, je bloqué. Ouais. Mais tu vois, c'est la vérité, c'est que je pouvais pas le savoir. En fait, c'est impossible de le savoir avant. Il fallait le vivre, tu vois? Moi, on m'aurait demandé avant, j'aurais dit: «Mais professionnellement, j'ai aucune chance, je pourrais pas». Donc ouais, pour moi, c'est un grand bonheur au quotidien d'avoir mes enfants. J'ai pas envie de revenir en arrière. Peut-être que la garde rechangera pour diverses raisons, qu'elle soit logistique, qu'elle soit projet de vie, qu'elle soit plein de choses, tu vois? Je suis pas du tout fermé là-dessus. Mais ouais, c'est un grand bonheur pour moi et je trouve que, trop souvent, les papas avec qui je discute fuient dans leur travail. Alors souvent, ils fuient leurs enfants parce qu'ils arrivent pas à gérer, mais ils fuient aussi leurs femmes, hein. On va pas se mentir, j'en connais tellement qui fuient leurs femmes au boulot parce que, ils savent que, ils arrivent pas à communiquer, en fait. Ils arrivent pas à communiquer, ils arrivent pas à gérer les problèmes et pour moi, en fait, dans l'équilibre vie pro, vie perso, je reprends toujours la phrase d'un de mes mentors. Alors elle est valable pour l'entrepreneuriat, mais elle est aussi valable dans plein d'autres trucs. Il dit toujours: «Il y a pas de problème pro, il y a que des problèmes perso qu'on emmène dans le pro». Alors c'est vrai aussi que des fois on a des problèmes dans le pro qu'on ramène à la maison. Mais globalement, pour la plupart des personnes, ce qui pèse le plus lourd dans leur mal-être, c'est rarement parce qu'ils se sont engueulés avec Bébert à la machine à café. Alors que si ça se passe super mal avec leur femme ou leur mari, en fait, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est vraiment des gens comme on disait tout à l'heure, on les met très très près de notre cœur. Pareil, quand ça va pas bien avec nos enfants, et quand ça se passe pas bien avec nos enfants et qu'on lutte, en fait, c'est énormément d'énergie qui est foutue en l'air. Donc on n'a plus d'énergie. Donc quand on n'a plus d'énergie, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se trouve des fuites, hein, pour aller se mettre aux endroits où on peut un peu s'économiser. Et pour certains, c'est la bonne vieille simulation de la réunion du mardi soir au bureau, tu vois, histoire d'éviter de rentrer à la maison. Donc pour moi, la base de la base, et j'en connais plein dans mes amis, et je leur dis, mais pourquoi tu te fais pas accompagner? Tu vois, tu dépenses de l'argent dans tout ce que tu peux, t'achètes des trucs compulsivement pour essayer de te faire plaisir et un peu mettre t'anesthésier le cerveau, en fait, pour t'engourdir un peu le cerveau. Tu passes ta vie sur Netflix, sur les réseaux sociaux, tu le sais toi-même que tu passes à côté de ta vie, tu es en train de t'engourdir, mais tu veux pas mettre 100 balles dans un accompagnement pour ton couple ou pour essayer d'améliorer les choses avec tes enfants. Mais je comprends pas, en fait, ça te pourrit la vie au quotidien, tu veux rien faire. Et tu vois, pour moi, c'est ça la priorité. Dans l'équilibre vie pro, vie perso, c'est comprendre d'où viennent vraiment les problèmes. On peut être passionné par son boulot, mais moi, quand je suis passionné par mon boulot, si ça se passe bien dans ma maison, tu vois, que ce soit avec ma compagne, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes amis, ben, j'ai pas envie de faire 100% de mon temps dans mon taf, c'est pas vrai. Par contre, je me mets à 100% dans mon taf, dans les moments où ça me permet d'esquiver le reste, et puis je suis bien content d'enchaîner les réunions et d'éviter de me faire prendre la tête, tu vois. C'est ça la vérité. Donc si j'apprends à faire autrement, bah, j'ai pas besoin de me devenir un workaholic et accessoirement de m'engourdir dans tout ce qui peut prendre la place, quoi. Moi, j'aime bien cette vision que c'est David Nicolas du podcast Limitless, là, qui est aussi un de mes mentors que j'écoute beaucoup. Et il dit, voilà, quand il va courir, ça lui donne des idées pour sa boîte, et qu'il faut arrêter de chercher cet équilibre vie pro, vie perso, et que l'un doit nourrir l'autre, et ainsi de suite, et que c'est un cercle, et que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et qu'il faut, ouais, Mm. faut que ce soit un cercle, et que chaque part nourrisse l'autre, comme le corps humain est cyclique, comme tout est cyclique, quoi. Bah, moi, j'aime bien poser la question aux gens, est-ce que tu connais beaucoup de monde qui est en équilibre? Mm. Et en général, les gens disent, ben non. Est-ce que tu connais des gens qui sont en équilibre? Non? Bah alors tu cherches un truc que personne n'a trouvé. Donc voilà. En fait, c'est comme le yin et le yang. Il n'y a pas de blanc sans noir et noir sans blanc. Et il y a toujours du blanc dans le noir. Et tu vois, c'est un peu dans tout. Et c'est fluctuant. Tu vois, moi, je ne m'exclus pas que parfois je vais avoir besoin pendant 5 jours de donner un séminaire, mais je pourrais pas être le papa que je suis le reste du temps. Tu vois, c'est évident. Mais ça va me nourrir et m'apporter des trucs, et puis je serai heureux de m'être réalisé à ce niveau-là, d'avoir transmis, d'avoir impacté positivement, d'avoir contribué à des personnes. Et puis je vais rentrer chez moi et je vais en parler à mes enfants, puis je serai dans une bonne énergie. Tu vois, il n'y a pas que la présence en fait aussi. Il y a Ouais. l'ensemble. Tu vois, c'est tout un ensemble. Et j'aime bien aussi ce que tu as dit, et j'aimerais bien réagir là-dessus, parce que c'est aussi quelque chose que moi j'avais. Tu parlais de se faire aider, se faire accompagner par une psy, par un cercle d'hommes ou quoi, et notamment par une thérapeute. Et moi j'avais cette idée, et je l'ai fait évoluer, et je me fais accompagner toujours depuis.
c'est quand tu allais voir une psy, c'est forcément que tu avais un problème psychologique, que tu étais fou, que tu étais, enfin, tu vois, surtout cette vision des hommes, on a, voilà, t'es faible ou t'es malade ou t'as un problème, d'aller se faire accompagner. Alors que, bah, en fait, c'est tellement nécessaire, c'est tellement utile et ça t'apporte tellement de choses. Donc, j'aimerais aussi casser un peu cette image voilà, t'es un homme, t'as pas besoin, sinon t'es faible, c'est pour les femmes. Moi, ce qui me fait délirer, c'est comment les hommes, quand une femme leur parle d'un problème, les hommes lui envoient 10 000 solutions dans la gueule, comme si, alors qu'elle a rien demandé. Elle veut juste être entendue, écoutée et soutenue, en fait, 9 fois sur 10. Et donc, ils envoient masse de solutions. Par contre, eux, quand ils ont un problème qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils veulent pas faire l'accompagnement, le machin. C'est genre les solutions, c'est pour les autres, en fait. Donc c'est toujours amusant. Après, il y a un rapport à l'accompagnement et c'est vrai que c'est devenu. C'est drôle parce qu'on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Par contre, les gens, ils veulent pas voir un thérapeute ou un accompagnant, tu vois, pour pouvoir aborder leurs problèmes et progresser. Et puis aujourd'hui, il y a des gens spécialisés dans tout. Donc, et puis même, tu peux chercher sur Internet, t'es pas obligé de te faire accompagner. Mais la question, c'est si tu te sens pas bien dans ton couple, si tu te sens pas bien avec tes enfants, combien de temps tu passes par jour pour faire évoluer cette situation? Combien d'énergie tu y consacres? Combien d'argent tu y consacres? Combien d'attention tu y consacres? Combien d'intention tu y consacres? Bah, si c'est zéro, bah, c'est très simple. Tous les jours, tu as ton petit seau de graines, et puis tu es en train de semer des graines de problème, 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 problème. Et à aucun moment, tu essaies de semer des graines de apprendre autre chose pour savoir faire autrement. Donc, étonnamment, bah, dans les jours et mois et années à venir, ce qui va germer et ce qui va être en face de toi, bah, il n'y a rien de nouveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et des fois, il suffit juste, c'est tout le principe à l'époque du fameux truc, le Miracle Morning ou des choses comme ça, bah, c'est de dire, ouais, est-ce que tu as déjà acheté un bouquin sur ce sujet? Tu veux améliorer tes finances. Est-ce que tu t'es intéressé aux finances? Parce que tu te plains que tu n'as pas d'argent, tu te plains que tes finances sont pas bonnes, mais est-ce que tu t'es intéressé à ça? Est-ce que tu t'es intéressé à la parentalité? Est-ce que tu as essayé ne serait-ce que des choses? Mais la plupart du temps, non. C'est non. C'est non, et soit sur les finances, la parentalité, ouais, c'est clair, les gens ils prennent pas de temps pour ça, et c'est clairement des choses aussi qu'on t'apprend pas à l'école, quoi, ou qui veulent pas t'apprendre à l'école. Ouais. J'avais une dernière petite question sur l'entrepreneuriat. Si tu avais un conseil à donner à un papa ou un parent qui voudrait se lancer un peu dans l'entrepreneuriat et qui a déjà des enfants, du coup, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est 2 fois plus dur, vas-y, ça change rien, il y a plein de choses à en tirer. Non. C'est beaucoup plus exigeant du point de vue des horaires. Et ceux que je connais qui, comme moi, ont négligé leur famille et notamment leurs femmes quand les enfants sont jeunes, tu vois, même à un certain âge, et qu'on lui donne toutes les rênes en mode à la maison, tu te démerdes avec tout, sachant qu'elle a souvent besoin de se réaliser dans sa propre carrière, hein, parce que maintenant on est rarement avec des femmes qui sont au foyer, ça se fait quand même de moins en moins. Ils délèguent tout ça, et puis en fait, ils se mettent à fond sur l'entrepreneuriat, qui est quand même pas une épopée tranquille. Ça peut, mais bon, c'est quand même rarement le cas. Et au final, ben, l'énergie qu'ils mettent là-dedans, bah, elle mène à quoi, entre autres, bah, avoir un effet délétère sur certains autres domaines de vie qui étaient à peu près cool. Parce qu'en règle générale, quand on fonde une famille, c'est parce que ça se passe bien. C'est rarement parce que ça se passe mal. Il y a quand même des couples qui essayent de se sauver en ayant un enfant, mais 9 fois sur 10, quand même, parce que ça se passe bien. Donc, tu as un truc qui se passe bien, tu as des enfants, tu es content, et tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut le faire correctement. Parce que sinon, le risque, en fait, c'est vraiment de négliger le reste. C'est très dur d'amener des grosses briques dans notre vie sans en faire un peu de la place dans les autres briques. Donc ça nécessite vraiment, c'est un effort collectif en fait. Ça aura forcément des conséquences au niveau familial de par le temps passé là-dessus, le focus. Et en tant qu'entrepreneur, tu ramènes du taf à la maison dans ta tête en permanence. Donc moi j'aurais envie de dire, lance-toi si le but c'est pas l'appât du gain. Si c'est vraiment genre ça me passionne, ça me permet de me réaliser, d'être à ma place et de vraiment sentir que c'est ma zone de génie, pourquoi pas se lancer? Mais sinon, je pense que dans beaucoup de cas, c'est très très fantasmé l'entrepreneuriat. Ouais, je peux faire ce que je veux quand je veux. Si j'ai pas envie de bosser machin, t'inquiète pas, chérie, je pourrais aller chercher les enfants parce que je serai à la maison, je bosse de la maison. Ça, c'est la partie jolie de la face jolie, tu vois, de la pièce. Il y a l'autre face en face, c'est que globalement, si tu es tout le temps en train de te dire c'est pas grave, je peux me lever à 11 heures, c'est pas grave, je peux aller chercher les enfants, c'est pas grave, je peux les prendre quand ils sont malades, c'est pas grave, je peux machin. Ce qui est une réalité, c'est vrai. Bah, en fait, en face, tu fais 0 €. Quand tu fais 0 €, tu as quand même des charges qui tombent. Tu vois, c'est pas comme au salaire. C'est pas genre, tu es fatigué, tu vas au taf, tu te caches un peu.
9 fois sur 10, tu vois, ça passe. Ça passe, t'as ta paye. Faudra peut-être rattraper, mais ça passe, t'as ta paye. En tant qu'entrepreneur, 9 fois sur 10, ton implication, ton niveau d'énergie, ton niveau de concentration, ton temps disponible, ton niveau de cognitif, tout ça, c'est corrélation directe avec le nombre d'euros qui tombent, tu vois, et donc ta paye à terme. Sachant qu'il y a toujours un temps de décalage entre faire des gros efforts pour qu'il y ait de l'argent qui rentre et puis qu'après ça paye vraiment. Moi, il n'y a jamais une boîte que j'ai lancée qui a mis moins de 2 ans avant de me générer une paye confortable, en 2 ou 3 ans. Donc, si tu veux, là, aujourd'hui, si je devais me relancer dans l'entrepreneuriat maintenant, il faudrait vraiment que le projet me tienne tellement à cœur qu'il n'est pas faisable autrement en tant que salarié. Sinon, si tu as un profil avec une volonté d'entreprendre, il y a plein de postes salariés où tu peux être intrapreneur et monter des projets, des trucs, et c'est nettement plus confortable et souvent beaucoup plus compatible avec les priorités d'une vie de famille. Maintenant, il y a aussi beaucoup de papas qui, comme moi, tu vois, vont monter des business qui vont se passer sur Internet avec un effet de levier assez fort, où finalement, tu n'as pas besoin de faire des millions d'heures pour que ça se passe bien, mais c'est souvent des gens qui ont quand même une certaine expérience et de la bouteille. Tu vois, j'ai rarement vu des débutants je l'ai pas vu de mes yeux. Donc j'aurais du mal à te dire que c'est facile pour des débutants en entrepreneuriat de lancer des business qui cartonnent en bossant 3 heures par semaine. Tu vois, ça en fait c'est un grand fantasme qui existe, mais j'en ai pas vu. Donc Ouais, ça c'est. souvent c'est des gens qui ont déjà monté 2, 3 trucs, qui ont réussi ou pas, donc ont de la bouteille, et puis d'un coup ils lancent un business comme ça et ça cartonne. Mais tu vois, ils sont pas partis de zéro en fait. Ouais. C'est pas leur première tentative. Donc c'est le retour que j'en aurais. Ouais, et puis souvent aussi en Occident, l'échec est pas mis en avant. Et puis je reviens sur ce que tu dis, ouais, il faut vraiment trouver une activité qui donne du sens, quoi, qui vient du cœur. Et moi, c'est un peu ce que je vais essayer de faire avec ce podcast. Moi, c'est vraiment une activité qui me nourrit, tu vois, faire des interviews avec toi. Là, je vois que ça va bientôt plus d'1 heure et demie et on avait prévu 1 heure, tu vois, on peut discuter des heures. Tu sens que ça nourrit et voilà, ça peut apporter ma pierre à l'édifice et montrer, comme je disais, une vision et des parcours différents. Et ouais, et ça c'est top, ça me nourrit et c'est cool. On va essayer de développer ça en douceur sans que ça empiète sur trop mon rôle de père et que ça le nourrisse justement par ces partages. Donc on va essayer de conclure comme ça fait déjà un petit moment maintenant. Le temps passe vite. Donc merci déjà beaucoup pour tous ces partages et ce parcours de vie et ces petits conseils que tu as bien distillés au cours de l'épisode. Si tu voulais un peu conclure et résumer un peu un message que tu voudrais que les gens retiennent de notre échange, est-ce que tu aurais un message, une phrase ou une petite conclusion que t'aimerais faire? Pour moi, en fait, les enfants, tu vois, c'est peut-être bateau de dire ça, mais c'est vraiment notre avenir. Je vois beaucoup de monde s'intéresser, comment on peut faire pour, tu vois, par exemple, dans la naturopathie, les gens veulent beaucoup accompagner ceux qui vont pas bien, et 9 fois sur 10, c'est des gens qui ont entre 60, 65 ans et plus. Et je trouve ça passionnant, tu vois, d'aider ces personnes à faire les choses de façon plus naturelle, se sentir mieux, retrouver une bonne santé et tout. Mais je pense quand même que si on veut que les choses s'inversent et qu'on ait un vrai nouvel essor de notre société, une vraie révolution, mais positive, tu vois, en termes de santé, de bien-être, d'épanouissement, de réalisation de soi, avec des nouveaux types de projets, des gens qui innovent d'une façon qui est complètement inimaginable à l'heure actuelle, bah, en fait, ça passe directement par les enfants. Ça passe par les enfants et même au-delà, ça passe par les couples qui pensent à avoir un enfant qui pourrait déjà faire le taf pour éviter que les enfants ils se ramassent des trucs une fois qu'ils démarrent. Pour moi, c'est un truc qui me tient à cœur. J'ai l'impression que les enfants, c'est la chose la plus, c'est une des choses les plus merveilleuses au monde, tu vois. Donc je trouve que de s'y intéresser, de s'impliquer, de vouloir faire une différence à ce niveau-là, c'est comme si on investit tous les uns pour les autres. En permanence, sur notre fiche de paye, on se fait prélever des cotisations, des trucs, des machins. Et à côté de ça, je vois que finalement, on passe peu de temps avec les enfants, on passe peu de temps à leur apprendre des choses réellement utiles euh, pour leur avenir, tu vois, à vraiment profiter des moments de qualité avec eux. Et souvent, c'est fortement délégué, c'est-à-dire moi je vois des enfants, ils sont chez la nounou le matin, ils sont à Ah ouais. l'école, ensuite ils sont au périscolaire, et ensuite ils sont encore chez nounou. Et bah, maman vient de les chercher les 20h30, on va faire dodo, et puis le week-end, c'est chez les grands-parents, et machin. Et bah, en fait, euh, et tout ça pourquoi? Parce que les parents leur a fait miroiter que être libre, c'est faire nos propres trucs et tout. Et puis quand ils vont se réveiller, parce qu'à la fin de la vie, tu sais, quand on interroge des gens en fin de vie et qu'on leur demande leurs regrets,
C'est jamais parce qu'ils sont pas allés voir le concert de je sais pas quoi et qu'ils avaient pas eu tel job, hein. C'est parce qu'ils ont pas assez dit aux gens qu'ils aimaient, qu'ils les aimaient. Ils ont regretté de pas avoir passé assez de moments. Moi, j'ai l'immense privilège d'avoir perdu ma meilleure amie qui s'est suicidée il y a quelques années. Et pourquoi je te dis c'est un immense privilège? Parce que ça m'a rappelé que la vie, elle s'arrête à tout moment et qu'à chaque fois que je passe pas du temps avec les gens que j'aime, ben, on sait pas demain s'il y a pas un truc qui va se passer, tu vois. Le but, c'est pas d'être en anxiété, de dire à tout moment la personne peut mourir. J'ai pas envie de penser comme ça. Tu sais, j'ai eu plusieurs fois des relations où je me suis rendu compte que on s'était embrouillé, la personne elle part, on s'est pas fait, on s'est pas, tu vois, une relation sentimentale, on s'est pas vraiment embrassé pour se dire au revoir, on s'est pas pris dans les bras, on s'est pas vraiment dit des choses, des belles choses, des choses qu'on ressentait. Alors, on était plutôt dans la colère. Et puis tu t'aperçois que cette personne, ça se trouve, tu la reverras jamais de ta vie. Et en fait, après, tu regrettes et tu te dis, ouais, c'était ça, là, les derniers moments, les derniers trucs. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable avec nos enfants et autres. Moi, je me dis, s'il m'arrive quelque chose, j'ai vraiment envie de qu'ils se soient dit, qu'elles se disent, ben, mon papa, il était super impliqué, il m'aimait très fort, tu vois, genre, j'étais sa priorité et il me l'a prouvé plein de fois. Alors, j'ai pas qu'une seule priorité au niveau de mes enfants, mais tu vois, en fait, je me dis que c'est beau en fait de leur léguer ça et tout le monde est à la recherche maintenant avec le développement personnel de sa mission de vie. Mais la question pour trouver ta mission de vie, c'est quelle trace tu as envie de laisser dans ce monde après ta mort. Bah moi, ma première trace que j'ai envie de laisser, j'ai envie de la laisser au travers de mes enfants, tu vois. Je Mm. serais content de toucher les enfants des autres, je serais content de toucher plein de couples, plein de familles, de les aider, d'aider des familles à avoir des enfants qui n'arrivent pas à en avoir. J'adore faire ça, j'adore aider des couples à pas se séparer, j'adore aider des gens à améliorer la santé de toute leur famille. Tout ça, ça me passionne. Mais si je devais laisser qu'une seule trace, j'aimerais la laisser au travers de mes enfants, tu vois. Ah, c'est beau. Et ouais, je rejoins deux choses que tu as dit là qui résonnent vachement en moi. C'est effectivement les préparer. Combien de personnes font un enfant vraiment en conscience et préparent la venue de l'enfant, font le maximum. Très peu de personnes font des enfants vraiment pleinement en conscience et avec tout l'impact que ça a. Et justement, l'épisode qui est sorti hier avec Pierre Dufraisse, il raconte lui sa préparation, son parcours. Et ouais, il dit il s'est pas préparé, mais il se prépare depuis toujours. Et quand on voit ça, c'est vraiment beau et c'est vraiment chouette. Et on sent que cet enfant va arriver dans voilà, il va arriver dans une famille, il va vivre des trucs et tu sens que les deux parents sont prêts. Et c'est ça, ça va, je pense, changer effectivement beaucoup de choses dans les générations futures. Mm. Là-dessus, je te rejoins parfaitement. Ouais, les enfants, c'est l'avenir et si on veut laisser une trace, c'est clair que c'est à travers eux qu'il faut le faire. Et l'autre chose forte que t'as partagé aussi où je te rejoins, c'est toi tu dis que t'as perdu ta meilleure amie. Un des gros déclics que j'ai eu qui m'a fait changer, c'est quand j'ai perdu mon papa. Donc ça fait 4 ans maintenant. Et ouais, une des choses aussi dont je suis fier, tu sais, c'est voilà, avoir passé du temps avec les gens qu'on aime, ça c'est une des choses les plus importantes. Et moi, le fait de l'avoir accompagné jusqu'à son dernier souffle, d'avoir été là avec lui, ben voilà, c'est aussi une des choses dont je suis fier. Et après, ben, tout ce parcours, cette maladie, ça m'a aussi ouvert l'esprit sur la santé, que je voulais pas vivre un boulot de salarié où tu stresses tous les jours et malgré une hygiène de vie d'apparence bonne, t'as un stress qui te ronge à l'intérieur et bah, tu déclares un cancer à 60 ans, à 65 ans, t'es mort et t'as pas profité de la vie et t'attendais une hypothétique retraite. Je me suis dit ça, je veux pas ce chemin de vie. C'est pour ça voilà, je suis parti sur une autre voie et je la regrette pas, hein. Passer du temps avec ses enfants, c'est quelques galères, mais tellement vite effacées derrière tous les bonheurs, les sourires, les câlins et les moments de vie qu'il y a derrière. Donc là-dessus, je te rejoins parfaitement. Et pour si jamais les gens qui ont aimé notre échange veulent un peu poursuivre l'aventure avec toi, te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de se former à la naturopathie? Quels sont le canal que tu préfères, ta chaîne YouTube, ton site internet? Qu'est-ce que... Souvent, les gens me suivent sur les réseaux, notamment sur YouTube, parce que c'est là que je poste, quand je poste des contenus, c'est là qu'il y a les contenus les plus, on va dire, complets et construits, où il y a vraiment toutes les informations. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui me posent des questions, m'envoient des petits messages via Instagram, Facebook un peu moins, mais pourquoi pas, tu vois, c'est pas exclu. Et ça permet d'être en contact. Moi, je poste
pas énormément, mais de temps en temps, je poste des trucs par rapport à tous ces sujets-là, tu vois. De plus en plus, j'aime bien partager des expériences comme ça dans des entrevues parce que je trouve que c'est super intéressant d'être dans l'échange et d'aborder ces choses-là sous différents prismes. Tu vois, moi, j'adore le sujet de la vitalité, la santé, la psychologie, et les relations, mais finalement, on peut partir de n'importe quel sujet et on se rend compte que c'est central. Tu vois, donc c'est ce qui me passionne. Donc bien sûr, sur ma chaîne YouTube, c'est là qu'il y aura le plus d'informations. Et puis après, ils peuvent me contacter, entre autres Instagram, Facebook. Tu vois, s'ils ont besoin de m'envoyer un petit message, un petit truc pour savoir quelque chose, il n'y a pas de souci. Juste, voilà, parfois il y a des moments, il y a beaucoup de messages qui tombent, donc il faut pas se formaliser si la réponse n'est pas rapide. Ok. Donc je mettrai en lien le lien de ta chaîne et le lien de ton site, mais si les gens veulent déjà aller chercher, donc c'est Renaud Richet, et tape Renaud Richet sur YouTube et on te Oui. trouve. Assez facilement. J'avais un homonyme pendant un temps, mais je crois que cette personne est décédée et il faisait de l'hypnose. Et du coup, c'est vrai que les gens, tu vois, des fois confondaient. Il était souvent contacté par des gens de ma chaîne, en fait, tu vois. Mais maintenant, il n'y a plus. Donc voilà, c'est quand même assez rare. Hein. C'est la première fois que j'en rencontre un. Ok. Et en dernière question, j'aime bien poser si tu as une recommandation d'un papa, d'un homme inspirant ou d'un de tes mentors ou peu importe, mais de préférence quand même un homme qui t'a inspiré que je pourrais inviter sur ce podcast pour parler parentalité, santé, entrepreneuriat, etc. Figure-toi, je vais te conseiller quelqu'un qui est très très cher dans mon cœur. C'est mon cousin Benjamin qui travaille avec moi et qui qui est très impliqué dans la parentalité, mais c'est vraiment totalement différent. Et lui, tu vois, il va décliner son implication parentale. Il va la décliner par exemple dans sa passion de la cuisine, dans sa passion du bricolage, du do-it-yourself, de la débrouille en fait. La débrouille, les économies. Il est capable de t'emmener en vacances avec 3 fois rien et te faire vivre des trucs de fou. Enfin, tu vois, vraiment, il a un vrai talent là-dedans. Donc, j'adore moi quand il me raconte tout ça. Et c'est vraiment en lien avec le sujet de la famille et de son envie en fait de faire des choses pour ses enfants. Tu vois. Il a combien d'enfants lui? Il a 2 enfants. Ok. Bah, je veux bien, ouais, si tu peux nous mettre en contact, Ouais, ce je te sera mets avec en plaisir. contact. Avec plaisir. Ouais, je vais lui en parler. Il sera content. Écoute, merci beaucoup à toi pour tous ces partages. J'espère que ça pourra inspirer beaucoup de papas et montrer voilà, un chemin, une voie de papa encore différente, qu'on peut être papa solo et quand même impliqué, qu'on peut être papa entrepreneur et quand même réussir. Et ouais, merci pour tous ces partages. Et j'étais vraiment ravi d'enregistrer avec toi. C'était vraiment chouette. On n'a Bah, pas vu le temps passer. Et ouais, au plaisir en tout cas. Tu veux revenir, il n'y a pas de problème. Bah, carrément. Bah, écoute, c'était un plaisir. Merci pour tes questions qui étaient très pertinentes et puis pour tes partages aussi qui étaient à la fois touchants et je trouve qu'apportaient une vraie saveur. Donc, j'étais très content d'échanger avec toi. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!